jamais rappelé. Jamais rappelé. Oui, on fait ça. Bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, le crépuscule de l'Occident, le fiasco de Kaboul est-il un symptôme de la fin de règne occidentale? C'est la thèse de Jacques Julliard, partagée par de nombreux intellectuels ou dirigeants. Est-ce une lecture lucide ou simpliste des événements de ces 20 dernières années? Le coup de pression pour une autre façon d'aborder la réforme des retraites. Il faut une dose de capitalisation, la droite la réclame, 350 entrepreneurs aussi, ce sera l'un des débats de la présidentielle. Et puis notre invité ce soir, on le connaît bien, Jean-Michel Apathy, il publie Les Amateurs chez Flammarion, un regard sévère sur le quinquennat, fiche de lecture et questions-réponses tout à l'heure. Et puis à 19h30, les partis pris comme chaque soir. Ce soir, Renaud Pila pour la politique, Pascal Perry pour l'économie, Abdous Chalmani pour l'international, Marie Bonisso pour la société. Place au débat, vous allez vous faire votre opinion. Et juste avant, l'essentiel de l'info de ces dernières heures avec Thierry Coiffier. Bonsoir Thierry, c'est à vous. Bonsoir David, bonsoir à toutes et à tous. Avec d'abord le procès des attentats du 13 novembre. Avec cet incident, à l'instant, nous sommes traités comme des chiens. C'est ce que vient de hurler Salah Abdeslam, le seul membre des commandos du 13 novembre encore vivant. Le président de la cour d'assises lui a demandé de se taire, de se rasseoir. Un peu avant, l'audience a été suspendue à la suite du malaise de l'un des accusés. Dans l'actualité également, cette réforme des retraites, elle ne devrait pas être relancée avant la fin du quinquennat. C'est ce qu'a laissé entendre Jean Castex après le séminaire de rentrée du gouvernement. Les conditions, notamment sanitaires et économiques, ne sont toujours pas réunies, a dit le Premier ministre. Dans l'actualité politique, Anne Hidalgo va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle dimanche. Ce sera à l'occasion d'un déplacement à Rouen. Alors ce n'est pas une surprise. Hier, déjà, lors des journées parlementaires du PS, elle disait que plus rien ne l'empêchait de se déclarer. Le débat de la primaire des écologistes, c'est ce soir sur LCI à partir de 20h45. Débat animé par Routel Krief avec une nouveauté, la possibilité pour vous, téléspectateurs, de vérifier les dires des 5 candidats grâce à un QR code qui s'affichera sur votre écran. Le public pourra se recueillir demain devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo. Ce sera dans la cour des Invalides à partir de 19h30. Ce sera à l'issue de l'hommage national rendu à l'acteur décédé à l'âge de 88 ans. Merci Thierry. Dans un instant, 350 entrepreneurs le mettent sur le tapis. La droite y est favorable. Elle défendra cette idée pendant la campagne présidentielle. Un think tank détaille le scénario. Faut-il une dose de capitalisation pour sauver, rien que ça, notre régime de retraite? Et juste avant le crépuscule de l'Occident, la formule peut paraître spectaculaire. Elle est de Jacques Julliard dans le Figaro. Il voit dans le fiasco de Kaboul un symptôme de ce mal qui guette l'Occident, un peu comme il y a eu la fin de l'Empire romain. Va-t-on effectivement vers une fin de règne occidentale? On en débat dans un instant. À tout de suite. Il partage vos rêves, vos joies, votre vie. C'est bon de savoir que votre nouveau canapé poltron et sofa est prêt à vous accueillir et à prendre soin de vous. Découvrez sans tarder la collection Novella, un véritable lit pour bien travailler à 789 € ou un relax électrique pour toutes les situations, toutes à 989 €. Nous vous attendons dans nos magasins pour découvrir cette qualité de vie, ce fait main en Italie. Poltrone e sofà, autentica qualità. Et voilà! Berocca Énergie, c'est une formule unique qui allie les vitamines et les minéraux essentiels pour faire face à toutes les situations. Berocca Énergie, gardez le rythme. Existe aussi en goût cassis. Bien protéger votre habitation, c'est aussi agir pour préserver le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, 100% de l'énergie que nous achetons pour nos bureaux est d'origine renouvelable. Alliance, avec vous pour aller de l'avant. Pour bien conduire, il faut d'abord une bonne visibilité. Regardez ce client. Ça serait pas sérieux de rouler avec des vieux balais. Il va avoir un pare-brise neuf. C'est pour ça qu'en ce moment, pour toute intervention vitrage... Vos balais d'essuie-glace, c'est Carglass qui vous les offre. Avoir un pare-brise bien dégagé, c'est quand même plus confort pour voir la route. Profitez-en maintenant. C'est jusqu'au 11 septembre. Alors n'attendez pas, pour prendre rendez-vous c'est simple. Allez directement sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass
remplace, remplace. Protégez votre maison avec Omiris. Un abonnement tout compris avec matériel, maintenance et services de télésurveillance. En cas de tentative d'intrusion, Omiris réagit en moins de 30 secondes, envoie un agent de sécurité et appelle les forces de... Omiris! Tu veux vraiment qu'on se fasse remarquer? Je sens plus trop. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Présente la série limitée 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement sur le réseau mobile Orange. Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Sache. Vous souvenez-vous lorsque les grands-parents offraient une pièce d'or pour célébrer un mariage ou la naissance d'un enfant? Avez-vous déjà envisagé de posséder un Napoléon ou un 50 francs Hercule? Rosland Capital propose une grande variété de monnaies françaises et étrangères en or et en argent. Appelez pour recevoir un exemplaire gratuit du livre d'or Rosland afin de tout savoir sur l'histoire des monnaies. Nos monnaies sont certifiées et garanties. Appelez Rosland au 01 44 82 01 49. Savez-vous que chez Lidl, nous avons plus de 260 produits d'hygiène et beauté de la marque Sienne tout au long de l'année, dont le déodorant pour homme à 99 centimes. Lidl, bien plus que vous ne l'imaginez. Laissez la pluie à l'extérieur. Technitoit pour un toit en bonne santé. Rendez-vous sur technitoit.com. Il y a certaines choses qui comptent, comme avoir une salle de bain confortable quand on se rend compte qu'elle devient son nouveau bureau. Ou encore des fenêtres de qualité qui tiennent compte du voisinage. Se sentir bien chez soi, c'est une des choses qui compte le plus. Et pour rendre ça possible, vous pouvez compter sur nous. La Paire, la qualité réservée à tous. L'élégance ne doit rien au hasard. Le nombre d'or est le secret des proportions parfaites. DS9, pouvoir de l'élégance. C'est le Mafiversaire! C'est le Mafiversaire. 70 € offerts pour chaque nouveau contrat au 30-15 et dans les agences MAF. Je t'ai pas raconté, hier j'étais au parc et j'entends un père et son fils. Et le père dit, aujourd'hui les banques elles font quoi pour aider les jeunes? Et le fils répond, tu sais papa, au Crédit Mutuel ils font vraiment des choses pour leur pouvoir d'achat, leur santé, ils se portent caution pour leur appart et ils proposent même une aide pour le permis. Et là le père réplique, ta banque c'est une auto-école maintenant. Même le chien lui dit, écoute-le Hervé. Et du coup voilà. Voilà quoi? Bah qu'est-ce que tu crois? J'ai changé de banque. Et le chien il a vraiment parlé le chien? Au Crédit Mutuel, nous donnons chaque jour aux jeunes le pouvoir d'avancer. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. No one said it would be easy to hold your head up through the ups and downs. Got a feeling in my bones. I'm not gonna sit around here waiting. My time is now. Expérience électrique activée. Kuga hybride. Hybride rechargeable. Recharger en freinant. Recharger en roulant. Recharger en branchant. En septembre, pendant les Ford Power Days, passez au Kuga hybride à partir de 279 € par mois. Ce sèche-cheveux a connu 115 brushings, 12 reprises de chansons françaises et 8 sauvetages de collants. Et c'est parce qu'il sèche toujours aussi bien que Julie a pu rapidement trouver un acheteur sur le bon coin et lui faire livrer. Téléchargez l'appli. La force de Coriolis Télécom, c'est d'avoir des magasins dans tous les territoires pour être proche de vous. Coriolis vous propose un grand choix de forfaits mobile et box et de téléphones neufs ou reconditionnés avec leurs accessoires. Dans nos magasins Coriolis, c'est le service avant tout. On peut aussi réparer votre téléphone sur place. Et pour une connexion plus rapide, Coriolis Télécom, c'est aussi la fibre et la 5G. Voilà pourquoi, avec Coriolis, c'est facilis. Chez Emma, nous savons que personne ne dort dans la même position. Trouver un matelas qui convient à tous peut se révéler impossible. Jusqu'à aujourd'hui. Emma, le matelas pour tous. Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retour gratuit. Dormez mieux, dormez heureux. Emma.fr. Tu as activé l'alarme? Ah non, j'ai oublié. Je vais le faire alors.
Tu sais que je dors mieux quand l'alarme est activée. On n'est plus que tous les deux maintenant. C'est vrai, tu as raison, chérie. C'est fait. Rendez-vous sur Verisure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Profitez d'un mois d'essai satisfait ou remboursé. Chez Triba, on adore écouter vos projets. Je vais voir ce que je peux faire. C'est bon pour nous. Le savoir-faire d'une marque proche de vous depuis plus de 40 ans, c'est ça Triba. Et du 8 au 19 septembre, la pause est offerte sur vos projets fenêtres, portes d'entrée et volets. Cet été, vous avez transpiré. Alors ce n'est pas le moment de s'arrêter. Jusqu'au 30 septembre, chez l'Orange Bleu, vous avez 1 mois pour tout tester. L'Orange Bleu, mon coach fitness. En concevant notre gamme de véhicules hybrides et 100% électriques, nous nous sommes avant tout posé une question. Qu'allez-vous ressentir ? Nouveau Lexus UX 100% électrique, à partir de 359 € par mois, entretien inclus. Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général. Précipitez-vous sur votre programme avec Météo Job. Météo Job, les temps changent, votre carrière aussi. Aujourd'hui, introduire de la capitalisation, c'est vraiment la réforme qui s'impose pour nos retraites. C'est fondamental d'avoir des fonds de pension pour tous, parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez seulement ceux qui ont compris, ceux qui connaissent, qui auront accès au rendement, du capital, et la masse n'y aura pas accès. C'est le meilleur moyen de lutter contre les inégalités patrimoniales. Bonsoir ou rebonsoir. Dans un instant, le coup de pression pour un autre débat sur les retraites. 350 entrepreneurs, un think tank et des candidats de la droite, tous demandent que soit introduite une dose d'épargne. En clair, en plus du système collectif par répartition, que chacun épargne une petite partie investie dans un fonds de pension à la française, indispensable, disent-ils, pour sauver les retraites dans le futur. Ce sera, qu'on soit d'accord ou pas, un débat de la présidentielle et on en discutera ici. Mais d'abord, le crépuscule de l'Occident. Sommes-nous en train de vivre le crépuscule de l'Occident, un peu comme l'Empire romain s'est affaissé après des siècles de domination? Cette thèse, c'est celle de Jacques Julliard, qui l'écrit dans le Figaro, après le fiasco de 20 ans de guerre en Afghanistan. Mais on a entendu Tony Blair ou beaucoup d'autres aller dans ce sens. Valeurs, démocratie, suprématie, le règne occidental est-il en train de toucher à sa fin? Ou bien est-ce une lecture simpliste des événements et de ces dernières années? On en parle avec ce soir autour de la table Géraldine Wessner. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Journaliste au Point, la une du Point cette semaine. Le spécial vin, c'est traditionnel, il y a des spécials immobiliers, il y a aussi le spécial vin à chaque rentrée. Ça s'appelle un marronnier dans notre langage, mais c'est vrai que ça passionne les gens. Il y a aussi un supplément sur Jean-Paul Belmondo. Voilà. Autour de la table également, Dominique Seux. Bonsoir Dominique. Bonsoir David. Directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste à France Inter. Votre édito dans les Échos ce matin, retraite, un scénario pour agir. Alors ça porte pas sur la capitalisation, ça porte sur Emmanuel Macron doit-il, dès avant la présidentielle, prendre les décrets qu'on évoquait hier, ici même, sur la réforme des retraites? Eh bien vous dites non. Il devrait en faire un sujet de campagne présidentielle. Si vous m'élisez, ces décrets seront inscrits dès les jours qui suivent. Dès le 15 juin ou le 1er juillet, ce serait un moyen, c'est-à-dire annoncer avant qu'il prendra des décrets, mais immédiatement élus, sitôt élus. Ce serait compliqué pour les syndicats de réagir, puisqu'il y aurait une légitimité sortie des urnes, et ça permettrait d'aller très vite. Je ne sais pas si c'est son intention. On en reparlera tout à l'heure aussi avec cette petite phrase de Jean Castex.
Autour de la table également, Adrienne Bretons. Bonsoir Adrienne. Porte-parole du mouvement Les Engagés, le mouvement de la gauche du gouvernement, de la gauche de gouvernement, lancé par Laurent Geoffrin. Et également autour de la table, Robert Ménard. Bonsoir Robert. Bonsoir. Maire de Béziers et auteur de ce livre à paraître ces prochains jours. Chère Marine, ce qu'elle doit faire pour gagner aux éditions La Nouvelle Librairie. C'est lundi qu'il paraît, le 13 Absolument. septembre. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire pour gagner, Marine Le Pen? Mais peut-être, je sais pas, en finir avec le lepénisme. Ah. C'est-à-dire une attitude groupusculaire, des compagnons de route à qui elle doit beaucoup, mais qui sont des fardeaux. Et puis peut-être arrêter de passer pour quelqu'un qui trouve que c'était toujours mieux avant que demain et laisser le progrès aux mains de M. Macron. Bon. Moi, je suis pour le progrès, il y a un progrès, il faut le défendre. Bref, qu'elle dépoussière tout ça. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'elle va beaucoup m'écouter, honnêtement. Et la rencontre avec Éric Zemmour, Marine Le Pen, Éric Zemmour, on en a tant parlé que vous tentiez d'organiser, c'est toujours à l'ordre du jour? Oui, aucun des deux. Marine Le Pen m'a dit qu'elle viendrait à Béziers dîner avec Éric Zemmour. Éric Zemmour, il n'a pas dit non définitivement. Mais là, enfin, on en a ras-le-bol avec cette guerre des égos. Honnêtement, il faut arrêter de plaisanter. Si la situation de la France est aussi grave que l'un et l'autre le disent, alors on passe un peu sur son ego et on vient et on discute. Enfin, ça me paraît surréaliste, il y a une espèce de bon sens dont personne ne fait preuve. Le crépuscule de l'Occident, le fiasco afghan est-il le révélateur du crépuscule de l'Occident? D'abord les termes du débat, voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que dit Jacques Julliard dans sa tribune? Eh bien, il se montre très affirmatif et très dur. Les États-Unis n'ont pas seulement été vaincus à Kaboul, puisque pour lui, ils n'ont pas combattu. La première armée du monde s'est déshonorée. Il affirme aussi que les États-Unis se sont fourvoyés. Ils se sont vus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme les gendarmes du monde et le porte-avions de la liberté. Ils se sont finalement lassés d'une double fonction qui ne leur a valu que des ennuis. Et pour lui, ce n'est pas seulement une affaire américaine, c'est tout l'Occident qui est en cause. Écoutez. Moi, j'ai parlé de déclin de l'Occident, mais c'est surtout à travers sa valeur phare, parce qu'enfin la démocratie est une invention occidentale, et qui est en train de diminuer d'intensité et même d'être remise en cause. Oui, parce que pour lui, cette affaire afghane n'est que le symptôme d'une perte d'influence, d'une déliquescence plus générale. Oui, pour Jacques Julliard, c'est clair. La démocratie qui semblait promise au monde entier est en recul. La Chine de Xi Jinping a réinstauré le totalitarisme de la période maoïste. Poutine a rétabli en Russie le tsarisme sous sa forme la plus dure. Et l'Inde de Narendra Modi tourne à un autoritarisme dur et sectaire. Il cite aussi la dérive autoritaire de Nicolás Maduro au Venezuela, de Daniel Ortega au Nicaragua et de Bolsonaro au Brésil. Et encore plus significatif, ce recul se mesure, selon lui, au sein de l'Union européenne, en Hongrie ou en Pologne. Écoutez justement Jacques Julliard à ce sujet. Après la chute du mur de Berlin, pendant 11 ans, 12 ans, tout le monde a cru que la démocratie était désormais en voie de s'installer dans le monde entier. Fukuyama avait même fait un livre à grand succès sur ce thème. Et de fait, depuis le début du XXe siècle, on voit non seulement la démocratie piétiner, mais reculer. Oui, Fukuyama, la fin de l'histoire. Et c'est vrai que pour lui, d'une certaine manière, les valeurs de l'Occident avaient gagné dans la confrontation, pas seulement avec l'Union soviétique, mais avec un monde divisé en deux par ce clivage entre communisme et libéralisme politique et économique. Et désormais, la voie était ouverte. Et puis, on sait ce que ça a donné ensuite. Quand la Chine a adhéré à l'OMC, c'est pareil. En 2001, tout le monde croyait que la Chine allait s'ouvrir sous la force du progrès économique. Et puis finalement, il y a eu ce durcissement, il n'en a rien été. Justine, Jacques Julliard est-il spécialement pessimiste ou bien son avis est-il partagé? Non, de nombreuses voix, des diplomates, d'anciens dirigeants le rejoignent sur ce constat du crépuscule de l'Occident. Écoutez. L'Occident a perdu la main. Et donc il faut arrêter de penser que l'Occident va imposer au monde entier son modèle de modernité. C'est pas vrai. C'est un échec global de l'Occident. Nous pensions que le monde était voué à la démocratie libérale. Les sociétés nous disent qu'elles ne veulent pas qu'on fasse leur bonheur contre elles, contre leur volonté. Et aujourd'hui,
nous sommes en train de nous rétrécir. Enfin, les pays européens, les États-Unis sont en voie de désinfluence en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Et le mot de la fin pour un certain Tony Blair. Tout le monde se souvient qu'en 2003, il avait été l'un des avocats de l'intervention en Irak. 20 ans plus tard, à la lumière de l'échec en Afghanistan, voici ce qu'il dit. For me, one of the most alarming developments of recent times has been the sense that the West has lost its capacity to formulate strategy. It is this sense, more than anything else, in my judgment, which gives our allies anxiety and our opponents a belief that our time is over. Que notre temps est révolu. Rien que ça. Merci Justine. Alors, le fiasco afghan, est-il un accident de parcours ou le symptôme d'un mal plus profond, Géraldine ? Ah non, c'est pas du tout. Enfin, c'est effectivement un symptôme d'un mal plus profond. Moi, je suis frappée. Vous dites, on avait cru, tout le monde a cru à la fin de l'histoire à cette thèse d'une démocratie qui allait pouvoir s'étendre partout. Non, tout le monde n'y a pas cru. La thèse de Fukuyama, c'était 93. Quelques mois plus tard, Samuel Huntington lui a répondu en disant non, moi, je ne crois pas. Je pense plutôt qu'il y a 7-8 grandes civilisations dans le monde, que les mouvements démographiques sont tels que ces civilisations risquent de s'affronter sur tel ou tel théâtre. Et 20 ans plus tard, on est obligé de constater qu'il avait raison. Et la thèse de Fukuyama était fausse, mais elle a été contestée déjà à l'époque. Et ce que c'est effectivement l'échec de cette certaine idée chez certains en Occident qu'on pouvait imposer le bonheur au peuple malgré eux. Là, bah oui, on avait déjà découvert en Irak qu'imposer à des Irakiens une démocratie à la suédoise, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un problème. Pour les États-Unis, je ne suis pas sûre, parce que eux, ils reconfigurent en fait leur stratégie, c'est-à-dire qu'ils vont déplacer les théâtres. Ils se retirent de théâtres qu'ils jugent aujourd'hui secondaires pour réorienter leurs forces sur leur adversaire stratégique prioritaire, qui est aujourd'hui la Chine. Mais c'est beaucoup plus un problème pour l'Europe, et plutôt que de déclin de l'Occident, moi je parlerais de déclin européen. Oui, c'est ça, parce que au-delà de cette idée de ceux qu'on appelait les néoconservateurs, d'aller essaimer la démocratie dans le monde, l'idée de Jacques Julliard, c'est qu'il y a une perte d'influence et que le modèle occidental ne fait plus rêver et que c'est le crépuscule de l'Occident. Est-ce que vous la partagez, cette idée, Dominique ? Alors, je n'utiliserai pas les mêmes termes. Crépuscule, ça me paraît un peu fort parce qu'il y a de beaux restes. C'est vers les pays occidentaux que les réfugiés afghans vont. Hein, ils sont pas frappés à la porte de la Chine en disant « Nous aimons tellement votre mode de vie que c'est chez vous que nous voulons aller ». Il y a des restes. Il y a un reste quand même considérable qui est le mode de vie. Nous avons des modes de vie, des niveaux de vie, mais des modes de vie qui sont considérés comme très supérieurs, très agréables par une partie de la planète. Mais j'utiliserai moi le terme plutôt de désoccidentalisation. C'est-à-dire qu'il y avait un modèle unique qui était celui de l'Occident. Ça a duré un siècle et demi, pas plus, mais c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, il y a une compétition de systèmes de valeurs, et c'est vrai que l'Occident nous n'avons pas eu l'habitude d'être en compétition avec d'autres systèmes de valeurs. Alors, que nous disent ces systèmes de valeurs ? Eh bien, ils ont un souci du long terme. Alors, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est la Russie, que nous avons perdu. Ils ont un souci du collectif, considéré comme supérieur à l'individu, que nous avons perdu. En Occident, l'individu est considéré comme supérieur au collectif. Pourquoi les Américains quittent l'Afghanistan ? Parce que les classes moyennes américaines disent « ça suffit, les boys ne vont pas aller mourir dans un pays dont on ignore même l'existence ». Et donc, il y a bien sûr... Quand vous dites le collectif, vous pensez à la nation ? Vous pensez... Le souci de l'intérêt général. Alors évidemment, c'est assez vague comme notion, mais je pense que nous avons perdu, nous avons un mauvais équilibre aujourd'hui entre le souci, on le voit d'ailleurs dans tous les sujets de débat internes, c'est quand même l'individu qui prime sur le collectif. Et puis, il y a, ce qui est nouveau, c'est que sur le plan économique, d'autres modèles montrent qu'ils sont en très bonne capacité. La Chine, évidemment, 10% de croissance depuis 30 ans, donc évidemment, c'est quand même assez fort. Ils commencent... Les classes moyennes chinoises aujourd'hui vivent aussi bien que nous. Alors, avec peut-être plus de pollution, mais alors je parle des classes moyennes, c'est-à-dire 200, 300, 400 millions de personnes. C'est à la fois une paille, et c'est pas tout, et évidemment c'est beaucoup. Et nous avons un exemple, et je finis là-dessus, un exemple très concret.
le monde peut considérer que les pays, que l'Asie notamment, a mieux géré la crise sanitaire que l'Occident. Alors évidemment, avec la dictature digitale chinoise, on parle de la Chine, le contrôle social coréen, les barrières aux frontières taïwanaises. Mais au total, quand on regarde le nombre de morts, même si le nombre de morts chinois n'est pas le bon, etc., le nombre officiel n'est pas le bon, mais quand même, nous avons eu beaucoup plus de morts aux États-Unis et en Europe que dans l'ensemble des pays asiatiques. Et donc, le monde, les classes moyennes des pays émergents peuvent se dire, mais au total, l'Occident n'est peut-être pas... Donc, je dirais plutôt, notre modèle occidental est en compétition avec d'autres et il faut vraiment se réveiller. On a perdu le monopole. Voilà, on a perdu le monopole. On a perdu le monopole. Mais Strauss-Kahn l'avait dit. Dominique Strauss-Kahn l'avait dit dans les années 2000. Il avait dit, pendant un siècle et demi, l'Occident a dominé. Alors, il pensait que ça disparaîtrait, la supériorité de l'Occident, pour une autre raison. Il disait, l'Occident a gagné parce qu'il y avait un découplage entre la puissance et la taille des pays et leur population. Et qu'à un moment ou à un autre, la puissance allait être recorrélée à la géographie et la démographie. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais la conclusion est la même. Adrienne, crépuscule, fin. Effectivement, je trouve que le terme est fort. Moi, je différencierais une perte de puissance politique qui est effectivement une perte de puissance politique occidentale et une perte de puissance économique qui est, à mon avis, plus spécifiquement européenne. Je pense que les États-Unis restent une grande puissance économique. Sur la perte de puissance politique, effectivement, l'Afghanistan est l'illustration parfaite, mais c'est aussi lié probablement à une incompréhension américaine de cette géographie du monde, où ils ont voulu imposer une construction d'un État-nation dans un pays qui a un fonctionnement tribal. Et donc avoir un gouvernement central dans une société qui est totalement tribale, ça fait que progressivement, les Américains ont perdu le contrôle d'une partie de la population et d'une partie du territoire. Et donc finalement, leur système de construction d'une démocratie n'a pas fonctionné. Mais Jacques Julliard, il va bien au-delà de ça. Oui. Et d'une certaine manière, on sent que ce qu'il nomme aussi, c'est une perte de foi en notre modèle. Au-delà de ça, il y a une fascination pour d'autres régimes. Et effectivement, l'illustration parfaite, c'est la Chine, mais c'est lié aussi à l'émergence économique de ce pays. Il y a le sentiment, y compris en Europe, que finalement avoir un régime un petit peu autoritaire, ça peut permettre d'aller plus vite, d'être plus puissant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dominique Seux sur la différence qu'il fait sur l'individualisme et le fait qu'on est plus individualiste en Europe que dans ces pays-là. C'est indéniable. C'est indéniable, mais je pense, pour être plus précis, je pense qu'on a eu un souci de l'humain qui est plus important en Occident que dans ces pays-là. Et donc, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Je ne le présenterai pas comme quelque chose de négatif. C'est une bonne chose, mais que ça a des inconvénients qui sont... il faut trouver un équilibre un peu différent. Ouais, alors, juste pour terminer, spécifiquement sur la perte de puissance économique européenne, je pense que c'est un constat qui est souvent partagé, le fait que l'Europe est devenue finalement une zone économique que se disputent d'autres puissances, les États-Unis d'un côté et l'Asie. On est dans un match et nous, finalement, on est un marché pour ces puissances-là. Mais on ne doit pas non plus se résoudre à ce constat-là et à un certain fatalisme en se disant on est devenu un marché. Non, mais Adrienne, au-delà, nos démocraties ne se portent pas très bien. L'abstention, elle gagne partout, pas seulement en France. Mais je pense que c'est aussi lié à notre situation économique. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'être fier de notre pays ou de l'Europe. Est-ce qu'on est fier de notre pays? Je pense que c'est beaucoup plus facile quand on a effectivement aussi des champions économiques, des champions industriels qui portent l'emploi et qui portent finalement une image de ce qu'on est. L'Europe, trop d'importance à l'économie. C'est moi qui vous je pense que ça entraîne quand même l'ensemble. L'Europe est quand même empêtrée dans des dogmes un peu libéraux qui font que finalement on s'est largement ouvert à des zones géographiques qui, elles, sont refermées. Parce que je vous rappelle quand même que la Chine est une économie administrée, que nous on a un contrôle des États extrêmement strict en Europe, mais qu'on n'applique pas aux entreprises chinoises qui, elles, sont des entreprises d'État qui viennent sur notre territoire. Oui, mais je crois que ça va au-delà de l'économie quand même. Robert, votre sentiment? Moi, je reviendrai à l'Afghanistan, puisque le sujet, c'est l'Afghanistan. D'abord, on y découvre que le fait ethnique et le fait religieux, ils ont une importance colossale. Et au fond, je ne sais pas si c'est le crépuscule de l'Occident, c'est le crépuscule de l'arrogance occidentale. L'idée qu'on imposait notre façon de vivre. Pardon, mais les Afghans, ils ne viendront pas chercher notre mode de vie, ils viendront chercher notre argent ici, quand ils se réfugient ici. Notre mode de vie, j'attends de les voir se plier à notre façon de voir la femme, de voir les rapports et tout ça. Oui, non, mais, oui, bien sûr. Bien sûr. Les centaines de milliers de Syriens qui sont venus en 2015, ils sont venus aussi chercher un mode de vie.
pas simplement l'argent des aides sociales, enfin, je pense. Je serais plus nuancé que vous sur cet aspect-là. Ce que je pense, donc, c'est l'arrogance occidentale qui en prend un coup. Je veux dire, mais c'est l'idée qu'on pouvait intervenir et faire la loi dans des pays. Mais ce n'est pas qu'en Afghanistan, parce que vous croyez qu'au Mali, on va rétablir une démocratie ou je ne sais pas quoi. Mais au Mali, on en partira la queue entre les jambes, comme les Américains l'ont fait en Afghanistan. Vous croyez qu'en Libye, l'intervention en Libye, ça a été un succès? C'est d'abord ça. Mais au-delà de ça, Robert, notre modèle n'est plus attractif. Non, la démocratie, elle progresse plus dans le monde, elle régresse. Il n'a jamais été attractif, mais c'est une vision d'esprit. Jacques Julliard, il prend ses désirs pour la réalité. Le problème, pourquoi on intervient? Parce que c'est aussi un autre signe, ce qui se passe en Afghanistan. C'est la tyrannie de l'émotion. Attendez, qui c'est qui pousse les Occidentaux à intervenir dans ces pays-là? Mais demain, vous verrez que tous ici... Si les talibans, dont manifestement on n'a aucun espoir, je ne sais pas qui a pu avoir un espoir, qui se comporte normalement avec les femmes, avec ceux qui ne pensent pas comme eux, vous verrez que quand on aura passé ça, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il y aura tout un courant ici de gens qui diront « mais il faut intervenir là-bas ». Non mais quand on y a été là-bas, au départ... C'était pour casser Al-Qaïda, qui avait on fait 3000 morts. En 2 mois, on avait cassé Al-Qaïda. Après, on construit, on rêve, oui, vous dites, construire une démocratie parce qu'on est tellement arrogant qu'on croit que ce modèle-là, ce fonctionnement-là, mais c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Ni en Syrie, en Irak. Chaque fois qu'on intervient, c'est un échec. D'accord, mais il n'y a pas de crise de foi dans la démocratie en Occident? Il y a une crise. L'abstention. Attends, mais ça, c'est un autre débat. On parle de l'Afghanistan. Si nous ne croyons pas nous-mêmes à notre modèle, est-ce qu'on peut arriver à faire rêver sur notre modèle? Est-ce qu'on est obligé de faire rêver le monde entier de notre modèle? Est-ce qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos choix, de notre façon de vivre, a de quoi faire rêver tout le monde? Moi, j'ai envie que ça me fasse rêver, moi. C'est ce qui s'est passé avant. C'est ce qui se passait. Mais attendez, mais moi, j'ai pas... Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Inde devient démocratique. La plus grande démocratie du monde, disait-on. Avec Modi, on voit aujourd'hui ce que ça donne. L'Allemagne est devenue démocratique. David, je l'ai pensé, je l'ai défendu. J'étais le patron de Reporters sans frontières, qui était l'expression de ça. C'est on allait au bout du monde imposer la démocratie. En l'occurrence, la liberté de la presse. Enfin, vous le savez, je pense que cette vision des choses et du monde, c'est erroné, qu'il y a un réveil des nations, un réveil des ethnies, un réveil du fait religieux qui fait que le modèle occidental, il est plus acceptable pour tout un tas de gens. Est-ce qu'on doit le regretter? J'en sais rien, il mélange tout. Pourquoi mettre sur le même plan la Turquie et la Pologne? Je veux bien Jacques Julliard, mais il retombe... Géraldine qui n'a pas beaucoup parlé. Je pense que c'est pas forcément la démocratie et le régime politique qui est en cause, c'est l'idéologie des droits de l'homme que nous avons portée. Là, en Afghanistan, ce qu'on découvre, c'est que nos droits de l'homme, ça ne peut pas gagner une guerre, c'est pas possible. Quand votre ennemi arrive, qu'il égorge tout un village et que vous vous interdisez, parce que ce sont nos valeurs, la même chose, eh ben la guerre, elle est perdue. Et dans ce cas, il n'y a plus d'autre solution que de partir. On ne peut pas gagner une guerre avec les droits de l'homme. Quand les États-Unis, quand les soldats américains sont arrivés en Europe en 1944, ils distribuaient des chewing-gums. Et c'était l'art de vivre américain, le soft power, comme on disait, qui était censé conquérir les cœurs. Et il l'a fait. Attendez, David, il y a plus de points communs. On a une Europe qui est moralisatrice, qui est juridiste. On pensait que le droit allait régler tous les conflits du monde. Ça n'est pas possible. C'est pas vous qui définissez votre ennemi, c'est votre ennemi qui vous définit. Et si votre ennemi dit « moi, je vais torturer tout le monde et je vais vous égorger », et vous, avec vos valeurs, David, vous interdisez... il y a quand même plus de points communs entre des Américains en 1945 et des Français de 1945 qu'entre vous et un chef afghan taliban. Enfin, quand même, c'est pas le même monde. Oui, mais les Indiens, par exemple, l'Inde, je vous rappelle toujours cette formule sur les bancs de l'école, la plus grande démocratie du monde. On nous a cassé les pieds avec ça, pour nous montrer la preuve que la démocratie, ça fonctionnait partout, ça fonctionnait en Inde. Mais vous avez vu comment elle fonctionne en Inde, la démocratie? Mais c'est une vision, on rêve sur ce qui se passe en Inde. Non mais, Robert, le Japon après la guerre. Oui, le Japon. Le Japon devient une nation démocratique. Très bien. Il ne faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain. Il peut y avoir des dysfonctionnements démocratiques sans que ça remette en cause la démocratie elle-même. Quand on regarde la carte, l'Europe de l'Est,
il y a 30 ans, il y a 40 ans, ce n'étaient pas des démocraties. Ce sont devenus des démocraties et je n'ai pas l'impression que les habitants des pays de l'Est le regrettent. Alors, on peut avoir un débat sur la Hongrie, on peut avoir sur les contours, les limites, le fonctionnement de la démocratie, mais enfin, voilà un demi-continent entier qui est passé en système démocratique. Orban, en Hongrie, se définit comme illibéral. Oui. Il ne souhaite pas adhérer au modèle de démocratie ouverte et libérale qu'il y a en Europe de l'Ouest. Oui, mais jusqu'à preuve c'est lui-même qui le dénonce. Il accepte le principe des élections, qui est le principe des élections, qui est quand même le fondement et de façon annexe, il les gagne, les élections, quand même. Je voudrais juste vous rappeler qu'il n'a qu'une petite légitimité. Lui-même dit, moi, ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre ou en France, je n'en veux pas. Du point de vue des droits de l'homme, de l'immigration, du modèle de société. Attendez, on peut être démocratique et penser que l'immigration, c'est pas forcément une bonne chose. On peut être démocrate, pardon, je le pense. On peut être démocrate et estimer que le marché, la loi du marché, c'est pas la meilleure chose. Et on peut être démocrate et trouver que c'est mieux à Budapest qu'à Bruxelles de faire la loi sur la Hongrie. Ça peut être on mélange deux choses. On mélange le retour du nationalisme dans un certain nombre de pays, y compris dans des démocraties. Et le fait que certains pays sont des pays autoritaires. Ce n'est pas forcément la même chose. On a des pays qui, effectivement, ont une volonté de plus en plus de pouvoir contrôler, finalement, leur politique. Et qui sont des démocraties. Ça ne veut pas dire qu'ils rejettent justement le fait d'avoir un certain nombre de libertés. Et à côté de ça, on a dans le monde effectivement des régimes autoritaires. Mais ce qui est très difficile, c'est de savoir dans ces régimes autoritaires, est-ce que la population, pour autant, n'est pas attirée par le modèle occidental? À partir du moment où un régime s'est fermé et n'est plus une démocratie, finalement, est-ce que le fait que la Chine soit un régime autoritaire veut dire que les Chinois ne sont pas intéressés par un modèle de liberté? C'est difficile à savoir. C'est difficile à savoir. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un point commun, c'est la perte d'influence. La perte d'influence, elle est liée aussi à ce modèle-là. On a un peu oublié en Europe qu'une géopolitique, elle repose d'abord sur une armée. Et l'Europe n'en a pas. Enfin, l'Europe, c'est 500 millions d'habitants, c'est 250 milliards de budget de la défense. Les États-Unis, qui ont moins d'habitants, c'est 750 milliards. Donc l'Europe, elle n'a pas les moyens de défendre son modèle. Et on ne peut pas simplement le faire par la télévision et par les bonnes paroles. Là, il ne s'agit pas de défendre son modèle, c'est de l'exporter, son modèle. Non, de l'exporter, mais c'est aussi quand on parlait de l'Afghanistan. Autant défendre notre modèle, je pense qu'on est tous d'accord que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Exporter ce modèle ailleurs, c'est ça la question. L'Afghanistan, c'est l'échec de ça, de l'exportation, mais pareil, la Syrie, l'Irak, la Libye, l'Iran, enfin, l'exportation. Ça, peut-être qu'on peut se dire qu'on peut vivre en démocratie, aimer la démocratie, la défendre, sans rêver qu'en Chine, demain matin, le Parlement fonctionne chinois comme le nôtre. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que notre Parlement soit un modèle. Non, mais sur l'Afghanistan et la guerre, on rappelle quand même que l'Union soviétique s'est enlisée et a perdu aussi en Afghanistan. Donc ce n'est pas la démocratie américaine qui a perdu en Afghanistan. C'est qu'on n'arrive pas à imposer, alors vous appelez ça arrogance, on n'impose pas un régime, je ne vais pas dire contre la population, mais quand il y a des résistances religieuses, tribales et militaires. L'Union soviétique a eu les mêmes problèmes. Sur la question de la défense européenne, l'Europe a fait un choix parce qu'elle a eu peur, après la guerre, d'elle-même et de ses tréfonds guerriers, 2 guerres mondiales, etc. Donc nous avons décidé collectivement d'annihiler nos propres capacités de défense et nous avons fait un choix, un modèle de société qui est celui du mode de vie, de l'art de vivre. Mais c'était il y a 75 ans. Oui, mais c'est vrai qu'on a du mal à évoluer. On est encore dessus. Oui, on est encore dessus. Alors, ça a un lien et ça n'a pas de lien. Mais je voudrais qu'on dise un mot du procès géant des attentats à Paris. On ne va pas évoquer le gigantisme, le côté hors norme, ou les provocations aujourd'hui de Salah Abdeslam. L'audience a été suspendue, elle a repris tout à l'heure. Tous les médias parlent de ça abondamment. Je voudrais simplement qu'on raconte aujourd'hui, et il n'y a pas forcément matière à débat, mais qu'on raconte 2 histoires extraordinaires qui seront évoquées dans ce procès. 2 histoires de bravoure, de courage, 2 histoires d'héroïsme, 2 histoires profondément humaines. Je ne sais pas si ça a à voir avec les valeurs de l'Occident, j'en suis pas sûr. Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. 2 histoires extraordinaires. Oui, et je vais d'abord vous raconter celle de Sonia. C'est un nom d'emprunt parce qu'elle est aujourd'hui sous le statut de témoin
protégée. Sonia, elle avait 40 ans au moment des faits en 2015 et son histoire, c'est vrai, est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le soir du 13 novembre, elle héberge à ce moment-là Asna Haït Bounassienne, une jeune femme en difficulté qu'elle a prise sous son aile. Et comme tous les Français, elle va découvrir ces images que l'on découvre tous à travers nos écrans de télévision, les attentats qui ont lieu à ce moment-là à Paris. Pour elle, le surlendemain, sa vie va basculer, tout simplement parce que Asna Haït Bounassienne, celle qui l'héberge, lui demande de se rendre dans cet endroit-là, à Aubervilliers, pour aider l'homme qu'on aperçoit sur ces images. Il s'agit de son cousin, c'est ce qu'elle dit. Lorsque les deux femmes arrivent sur place, sur cette zone industrielle, on est près de l'autoroute A86, elles vont découvrir cet homme, Abdelhamid Abaoud. C'est lui qui sort d'un buisson, qui se présente très franchement en étant Abdelhamid Abaoud, en disant que c'est lui qui a réalisé les attentats sur les terrasses et que c'est lui qui lui demande aussi de l'aide, de l'héberger. Sonia doit héberger cet homme-là. La conversation va se poursuivre et Sonia va découvrir qu'Abdelhamid Abaoud n'a pas terminé son œuvre. Il compte continuer effectuer d'autres attentats. Et pour cela, notamment à La Défense, on parle du centre commercial de La Défense, pour cela, il a besoin d'aide, il a besoin notamment de vêtements. Alors Sonia n'a que quelques minutes pour réfléchir, mais elle refuse très vite. Elle rentre chez elle et elle va dénoncer tout simplement Abaoud. Elle va appeler la police, tout raconter. Et les enquêteurs vont donc découvrir cette cache, ce buisson qui est situé en région parisienne où se cache l'auteur des attentats du 13 novembre. Et il va aussi suivre cet homme jusqu'à cet appartement à Saint-Denis, appartement où le 18 novembre est donné l'assaut dans lequel Abdelhamid Abaoud va mourir. Le plus poignant, c'est peut-être que Sonia, oui, évidemment, elle a sauvé des dizaines de vies, probablement. Mais le plus poignant, c'est qu'aujourd'hui, Sonia vit une vie très compliquée. Elle est donc sous statut de témoin protégé, mais elle le paye très cher parce qu'elle a dû changer d'identité, elle a dû changer de vie. Aujourd'hui, elle vit seulement avec une allocation de 1 000 € par mois. Écoutez son témoignage qui est assez poignant. On vous donne un texte, vous devez l'étudier par cœur. C'est le jour de votre naissance, les études, la vie passée, vos affaires personnelles, vous les avez, mais tout ce qui est photos, documents, vous n'avez plus rien. Il faut pas se voiler la face, hein. C'est pas parce que vous avez une nouvelle identité que vous vivez, hein. Mais ça fait longtemps que je rêve plus. C'est bien dommage. On a du mal à imaginer ce que c'est. Renoncer à son nom, un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle ville. Un entourage qui disparaît, les questions de sécurité qui gouvernent toute votre vie, celle de vos enfants. C'est un film. C'est un film et c'est un courage extraordinaire qu'elle a eu. La deuxième histoire, Baptiste. La deuxième histoire extraordinaire, c'est celle d'un commissaire de police de la BAC, de la brigade anticriminalité. Il est habitué évidemment aux interventions classiques, mais certainement pas à l'antiterrorisme. On ne connaît pas non plus son nom parce que lui aussi est protégé pour des raisons de sécurité, évidemment. Et lui aussi a vu sa vie basculer ce soir-là. Donc le 13 novembre, lui commence son service. Il va travailler de nuit. Et alors qu'il est en route pour le Stade de France, où une première explosion a eu lieu, eh bien, il est dérouté finalement vers l'est de Paris, les 10e et 11e arrondissements, où des terrasses sont prises pour cible par des fusillades. De fait, il arrive en premier au Bataclan, devant la salle de spectacle. Il ne sait alors pas combien de terroristes sont à l'intérieur, dans la salle. Il sait seulement qu'ils sont lourdement armés, bien plus armés et préparés que lui, qui n'a sur lui que sa simple arme de service et un gilet pare-balles léger. Et pourtant, n'écoutant que son courage et enfreignant, il faut le dire, les consignes de prudence, eh bien, ce commissaire de la BAC va entrer dans la salle de spectacle avec son équipier. Et dans cette salle-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, d'abord, il est saisi par une chose, le silence, et par ce qu'il voit, c'est-à-dire un enchevêtrement de corps qui sont dans la fosse de la salle de spectacle. Il va apercevoir sur la scène un terroriste et il va tirer avec son arme de service. Il lui tire dessus à plusieurs reprises et il sauve la vie notamment d'un spectateur qui était à ce moment-là pris en joue par ce terroriste. Par miracle, il n'est pas touché et son équipier non plus par la rafale de tir qui répond. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres terroristes dans la salle, mais son intervention, elle a eu un impact décisif. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il tue ce terroriste, eh bien, les deux autres hommes qui sont en train de faire cette attaque dans le Bataclan, ils vont se retrancher à l'étage, dans un couloir, avec des otages. Mais à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de victimes, plus de morts au Bataclan. L'intervention de ce commissaire de la BAC, eh bien, elle a sans doute, elle aussi, sauvé des dizaines de vies. Merci Baptiste. Moi, je trouve ça bouleversant d'imaginer cet homme devant les portes du Bataclan. C'est le courage qui est incroyable. Et qui va rentrer au péril de sa vie, qui va tirer, avec les risques que ça comporte, sur un des terroristes qui est en train de s'apprêter lui-même à assassiner un des spectateurs, qui va sauver la vie de ce spectateur, mais qui va complètement geler l'événement
Malheureusement, il y a eu des dizaines de morts, mais il a sans doute contribué effectivement à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup plus. Tout à l'heure, on a du mal à s'imaginer ce que c'est. Tout à l'heure, on parlait des valeurs de l'Occident pour faire le lien et tout. Être capable de s'oublier, être capable de risquer sa peau et tout, c'est vrai que l'Occident aujourd'hui pousse pas à ça. Je veux dire, qui est prêt à aller mourir pour ses idées? Ou à aller mourir là quand tu es un mec de la BAC, seul face à des terroristes? Moi, je suis ébahi par le courage de ces gens-là. Et je veux dire, ça nous renvoie à des questions qui nous concernent tous ici. C'est, à un moment donné, est-ce que toi, chacun, tu aurais le courage de faire ça? C'est-à-dire t'oublier un instant dans une société où tout nous pousse à surtout penser à nous. Et peut-être que l'Occident, si on perd comme on perd ailleurs, c'est peut-être parce qu'on a perdu cette capacité à se dire qu'il y a plus grand que soi, qu'il y a des choses qui valent plus que soi et qu'il y a des choses qui valent qu'on meure pour elles. Et je ne crois pas, sincèrement, je ne crois pas qu'on meure pour l'état de droit. Je ne crois pas que ce soit des choses comme ça. Je crois qu'on meurt pour sa nation, pour son pays, pour un certain nombre de choses. Finalement, ça nous renvoie au débat de... Il y a quand même des contre-exemples, qui sont essentiellement d'ailleurs des contre-exemples américains. Il faut penser aux 2 Américains du Thalys, qui quand même interviennent sur un homme qui est armé. Ils ne savent pas à ce moment-là, je crois que l'arme va s'enrayer, mais à ce moment-là, ils ne le savent pas. Il faut penser au vol 93 aussi, les passagers qui font cracher cet avion qui devait atterrir probablement dans la Maison-Blanche ou au Capitole. Donc il y a quand même des exemples occidentaux et américains de personnes qui sont prêtes à dépasser finalement même leur propre vie, qui sont prêts à mourir. Mais notre sidération sur Beltrán, notre sidération par rapport à Beltrán, ça s'est passé juste à côté de chez moi, c'est quand même ça. C'est qu'on se dit, vous avez raison, il y a encore des gens qui sont capables de le faire. Mais je pense qu'il y a des générations dans ce pays où c'était quasi naturel de le faire. Je crois qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y en a, vous avez 1000 fois raison, mais ça nous paraît, à juste raison, extraordinaire parce que c'est plus notre quotidien, c'est plus le réflexe spontané qu'on peut avoir. Moi, je sais pas si on a été aussi moins longtemps pendant longtemps, on a vécu pendant longtemps aussi une période de paix qui fait que cette question a longtemps été abstraite. Votre génération, elle n'a jamais connu la guerre, c'est aussi simple que ça. On a connu les attentats. Dominique, oui, mais c'est pas la guerre. Non, mais c'est pas vous. Je suis d'accord avec Robert, ça nous renvoie tous à une question. Que ferions-nous, qu'aurions-nous fait exactement à ce moment-là devant cette porte ça nous renvoie une question que moi je me pose toujours. En 1940, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est-à-dire, on peut avoir les grands discours, etc., mais concrètement, qu'est-ce que j'aurais fait? Ce courage, ça dépend vraiment de chacun d'entre nous. Mais quand je vois ce qu'a raconté Baptiste, le courage, il y a les héros, il y a les acteurs du 13 novembre, mais il y a aussi le courage d'un certain nombre de personnes qui continuent aujourd'hui. On recevait ce matin à France Inter Camille Emmanuel. C'est une journaliste qui est la compagne de Luz, le caricaturiste. Et elle dit, en fait, il m'a fallu un courage. Je suis une victime par ricochet. Parce qu'il a fallu... C'est pas si décalé que ça du sujet précédent. C'est-à-dire, je suis une victime parce que dans les 5 ans qui sont écoulés depuis... les 6 ans qui sont écoulés depuis 2015, et encore maintenant, accompagner les victimes, ceux qui ont survécu, qui ont été souffrants, malades, ça a été difficile, surtout les... Et donc, il y a, et c'est le point où je vais en venir, il y a probablement des milliers de personnes en France aujourd'hui qui accompagnent des victimes, des gens qui sont rescapés, qui souffrent psychologiquement. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais c'est un peu d'un autre ordre, malgré tout. Oui et non. C'est-à-dire que ce sont des héros en silence. Voilà. Oui, et alors, très méritants. Très méritants. Mais leur vie n'est pas en jeu. Leur vie n'est pas en jeu. Oui, mais la psychologie... C'est pas une question de vie ou de mort. Non, mais c'est vrai. Attention, le mot héros, ça renvoie... Il y a des vraies victimes et des gens qui vivent ce statut-là aussi. On revient à des choses plus terre-à-terre. Avec ce coup de pression, décidément, les retraites, ce sera un des sujets centraux de la campagne présidentielle. Le coup de pression pour une autre réforme. 350 entrepreneurs, on disait un think tank, plusieurs candidats de la droite, tous demandent que soit introduite une dose d'épargne. En clair, qu'il y ait un peu de ce qu'on appelle la capitalisation. Tout ça va être expliqué dans un instant. Juste un mot sur l'actualité, parce que hier, déjà, on a fait état de ce débat-là sur cette réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Va-t-il la faire avec 2 petits morceaux avant l'élection présidentielle ou va-t-il attendre après, comme on le pensait? Jean Castex a donné une forme de précision. Certains y voient l'enterrement de cette idée que ça pourrait être avant la présidentielle. Tout est dans l'interprétation. Écoutez le Premier ministre tout à l'heure.
Comme je l'ai redit aux partenaires sociaux, ce processus ne pourra reprendre que lorsque la pandémie sera sous contrôle et que la reprise économique sera suffisamment solide. À ce jour, ces conditions ne sont toujours pas réunies. Montage Aurélien Hamel, c'est les Échos, c'est vous qui avez sorti le scoop comme quoi elle pourrait être remise sur la table avant la présidentielle. Est-ce que vous y voyez un démenti ou pas? Non, parce que ce qui est important, c'est les mots « à ce jour ». Oui. À ce jour, les conditions ne sont pas réunies. Mais dans un mois, 2 mois peut-être. Donc, en septembre, elles ne sont pas réunies, mais si l'épidémie continue, si la 4e vague continue de s'affaiblir et si l'économie repart comme elle semble le montrer, au mois de décembre, au mois de novembre, au mois de janvier, février, Emmanuel Macron peut revenir en nous disant, écoutez, les conditions sont aujourd'hui réunies, soit pour engager une réforme tout de suite, soit pour l'annoncer pour juste après la campagne électorale, soit pour en faire un débat majeur de la campagne présidentielle. Donc je n'y vois pas du tout un enterrement, mais j'y vois en revanche une chose, c'est qu'il y a un débat très nourri au sein du gouvernement, et je pense que le séminaire de ce matin a dû, on aura les récits, le séminaire de ce matin a dû entendre des avis divergents. Ça c'est la question du calendrier, mais quelle réforme? Coup de pression donc pour une dose de capitalisation, de quoi parle-t-on? Voici les indispensables avec Baptiste Morin, on le retrouve. Baptiste, de quoi est-il question donc exactement? De rompre une sorte de tabou. Vous savez que depuis longtemps, le système de retraite français, eh bien, il repose sur la répartition. En gros, tous les actifs, tous ceux qui travaillent, cotisent pour payer les retraites de ceux qui ne travaillent plus. C'est presque une exception française. Eh bien, aujourd'hui, le débat monte, vous l'avez dit, sur l'idée d'ajouter une dose de capitalisation. Concrètement, employés et employeurs verseraient 2% de cotisations supplémentaires sur un fonds de pension, et ces cotisations investies dans le capital des entreprises françaises, eh bien à la clé, il y aurait une rémunération. Écoutez les explications du directeur général de l'Institut économique Molinari, Nicolas Marquez. Aujourd'hui, la cotisation d'un individu, elle est redistribuée à celle d'un retraité, mais elle ne fait pas de petit. Quand vous êtes en capitalisation, les cotisations, vous les placez. Et donc, elles font des petits. Vous savez, avec notamment ces dividendes que toute une série de personnes critiquent. Nous, on propose de donner à tout le monde accès aux dividendes par l'intermédiaire de fonds de pension collectifs. Voilà, parce que cet argent serait placé. Donc, en théorie, il rapporterait de l'argent. Mais on va en reparler. D'abord, qui défend cette thèse, Baptiste? Eh bien, donc l'Institut Molinari, dont on vient d'entendre le directeur général, il s'agit d'un think tank d'obédience libérale. Vous avez aussi cette association qui signe aussi cette étude avec l'Institut Molinari, Croissance Plus. Il s'agit en fait d'une association de 350 entrepreneurs, des petites, moyennes entreprises, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire. Et puis, il y a aussi un homme, David Lisnard. Officieusement, il est chargé de mettre en place et de travailler sur le programme de la droite. Vous voyez bien que le sujet, il est sur la table aujourd'hui. Oui, on a entendu Xavier Bertrand il y a quelques mois en parler également. Bon, mais Baptiste, quels seraient, soyons concrets, les avantages de cette formule? Alors, il y en a 3. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, le système de retraite pèse énormément sur nos dépenses publiques. C'est 15% de notre PIB, c'était 5% en 1959. L'Institut Molinari estime que 2/3 de l'augmentation de nos dépenses publiques, ce que dépense l'État, eh bien, depuis 1959, c'est dû notamment à l'augmentation du poids des retraites dans le PIB, d'où l'urgence de trouver d'autres moyen de financer les retraites. Le deuxième avantage, c'est de permettre aux entreprises de trouver des fonds français, de moins dépendre de l'étranger. L'idée de souveraineté est derrière tout cela. Et puis le troisième avantage, il est assez clair, de meilleurs rendements. Les rendements seraient 3 fois plus importants. On parle d'un gain de pouvoir d'achat de 60 milliards d'euros. On a compris que vous avez le capital, les dividendes, mais aussi les plus-values effectuées en revendant ce que vous avez placé. À l'échelle d'une pension, voilà le chiffre, plus 10%, c'est l'estimation de l'Institut Molinari. Voilà, les arguments des partisans de ce système. Sauf que l'argument qu'on entend souvent, c'est que si la bourse s'effondre, tout l'argent qu'on a placé, on l'a perdu ou on en a perdu une bonne partie. Oui, et là, la réponse des promoteurs du projet, eh bien, c'est de brandir une expérience, quelque chose qui existe vraiment et qui se situe dans le secteur public. C'est assez étonnant. Du côté des fonctionnaires, souvenez-vous, en 2003, François Fillon met en place l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. En gros, c'est un fonds de pension auquel aujourd'hui 4,5 millions de fonctionnaires cotisent. Avec le recul, on sait que tout ça a un rendement qui est plutôt intéressant. 5,3% par an, c'est bien au-dessus de ce que rapporte par exemple l'épargne des Français. Malgré la crise de 2008, c'est un rendement assez important. Et regardez ce chiffre. Depuis 2006, ce placement, ce fonds de pension, il a rapporté 15 milliards d'euros. Pour l'Institut Molinari et pour Nicolas Marquez, c'est évidemment un gage de réussite. Écoutez-le à nouveau.
il y a toutes les organisations syndicales qui siègent dans ce conseil, qui vérifient la gestion, qui donnent leurs orientations, et il y a un très bon résultat. C'était une création qui a commencé à fonctionner en 2006, et c'est déjà le 140e fonds de pension mondial. Il n'y a pas de raison qu'en France, on ait un fonds de pension exclusivement dans le public et qu'il n'y en ait pas dans le secteur privé. Et c'est le paradoxe. Ça existe pour les fonctionnaires, mais ça n'existe pas pour les salariés du privé. Merci Baptiste. Quand on regarde sur le papier, Géraldine, on a le sentiment finalement que ça n'a pas beaucoup de défauts. Pourquoi est-ce que c'est un sujet tabou dans l'imaginaire français? On est encore traumatisé en France par les grandes faillites, notamment d'Enron en 2003. Dans capitalisation, il y a capital, il y a comme quelque chose d'atavique chez les Français qui le rejettent. Et c'est assez amusant parce que Jean Jaurès, qui était le fondateur du Parti socialiste, était un fervent défenseur des retraites par capitalisation. Il considérait que c'était un moyen d'émancipation de l'ouvrier quand le débat a eu lieu, c'était au début du XXe siècle, en 1909 ou 1910, je crois. Donc on construit un mythe autour de ça. Et c'est vrai que c'est un peu... Il faudrait revoir ce jugement parce qu'il y a des grandes données qui nous y poussent. Aujourd'hui, 100% de notre système, c'est de la répartition. C'est-à-dire que c'est assis sur les salaires des gens, sur le travail, les cotisations. Cet argent, il dort. Et là, on entendait que les retraites pèsent 15% du PIB. Ce ne serait pas un problème si les dividendes des entreprises, leurs résultats étaient inclus dans ce total. Mais là, ils ne le sont pas. Et la démographie étant ce qu'elle est en France, on avait 3 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,5 pour un retraité. On est tous là à débattre autour d'une peau de chagrin qui va se rétrécir quoi qu'il arrive, puisque la démographie... baisse, décline. Donc il faudrait, c'est pas idiot de chercher de nouvelles sources de revenus. Or aujourd'hui, quand c'est la répartition, il y en a 2, il y en a pas d'autres, c'est baisser les pensions ou augmenter les cotisations. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Ou augmenter le temps de travail. Ou augmenter voilà, mais ça veut dire augmenter les cotisations, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, il pose ça sur la table. L'Europe du Nord le fait également. La Suède, le Danemark, les Pays-Bas ont des fonds de pension. C'est vrai que ça permet... Alors maintenant, on n'est pas obligé de le faire comme aux États-Unis. On peut aussi, j'imagine que c'est... Mais ça faudrait que ce soit débattu. Moi, j'imagine qu'on peut avoir un système qui soit associé à un système par répartition, qui soit effectivement co-géré par les syndicats. Ils ont prouvé pour le fonds de pension publique qu'ils le font très bien, que ce ne sont pas des mauvais gestionnaires. Et finalement, là où c'est un peu absurde, c'est que Emmanuel Macron, avec sa réforme, voulait faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'avec la retraite par point, on supprimait le fonds des employés du privé. Et à côté de ça, il a fait une loi, la loi Pacte, du public. Et il a fait la loi Pacte qui, au contraire, facilite la retraite par capitalisation, mais pour le coup, chacun pour soi. On peut le faire individuellement. Donc, ça ne permet pas de s'unir pour négocier les frais, d'avoir cette gestion collective. Et cette idée-là, je ne sais pas pourquoi une capitalisation à la française, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Il pourrait être un instrument de souveraineté. Quand on dit tabou, on pense surtout à la gauche, Adrienne. Alors, est-ce que la gauche, aujourd'hui, évolue sur ce sujet ou pas? Moi, je trouve que ça pose essentiellement la question de la transition entre les deux régimes. C'est ça qui va être très compliqué, parce qu'aujourd'hui... Non, mais il ne s'agit pas de faire le tout capitalisation dans l'industrie. Non, bien sûr, mais c'est justement pour ça qu'il y a un problème. Parce que moi, ce que je comprends de cette étude, c'est qu'elle propose concrètement de baisser le pouvoir d'achat des salariés aujourd'hui pour, hypothétiquement, avoir un système de retraite mieux financé à horizon 30 ans. Donc c'est quand même un pari qui est assez risqué pour les salariés. Alors je crois, pardonnez-moi, que chez les experts de Molinari, l'idée c'est que ça soit neutre pour le salarié en diminuant légèrement les cotisations retraite. Et en compensant ça irait dans ce fameux fonds de pension à la française. Il me semble que c'est une baisse. Ce qu'il propose, c'est donc effectivement d'augmenter la cotisation des salariés, parce qu'aujourd'hui, en fait, on cotise non pas pour notre retraite à nous, mais pour la retraite de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Donc on ne va pas supprimer les cotisations retraite des salariés aujourd'hui, parce que ça veut dire que ceux qui sont retraités aujourd'hui n'auraient plus de retraite. Donc ça, c'est pas possible, bien évidemment. Donc si on veut passer à un régime en partie par répartition, il faut ajouter des cotisations par capitalisation, il faut ajouter des cotisations en plus. Donc effectivement, les salariés vont avoir dans ce cas-là un salaire qui est élevé parce qu'ils cotisent plus. Parce que c'est vrai ce que dit Géraldine, dans capitalisation et capital, et c'est ça qui mettait mal à l'aise, parce qu'on se disait notre système, c'est un système de solidarité. Si on commence à introduire une brèche, on va en finir avec notre système dont on est fier. Une solidarité qui sort de la solidarité, les entreprises, moi je trouve que c'est pas très solidaire en fait.
là-dessus, sur le principe. Moi, à titre personnel, j'ai quand même bien vu la crise de 2008 aux États-Unis. J'ai vu quand même la faillite des fonds de pension à ce moment-là, y compris les fonds de pension des fonctionnaires. Il faut se souvenir de la ville de Détroit. La faillite de la ville de Détroit, c'est aussi en partie la faillite des fonds de pension des fonctionnaires de Détroit. Cette ville a ensuite vendu une partie de ses œuvres d'art, parce que c'était quand même une ville qui, à un moment, a été prospère et a attiré énormément d'artistes. Donc moi, je me souviens quand même de la faillite de ces fonds de pension, qui sont ensuite derrière des désastres à la fois pour les familles et pour les villes. Et alors, quelle réponse à villes, cet argument, votre honneur? Dominique? Moi, je dis un complément, oui, une substitution, certainement pas. Oui, mais vous mais entendez ce que dit oui, Adrienne. Si mon complément, il part en fumée parce qu'il y a une nouvelle crise de 2008... Mais non, mais c'est pour ça que je dis un complément petit. Je ne suis pas extrêmement favorable à ce qui a été présenté par l'Institut Molinari. En réalité, il existe un système de capitalisation à la française. C'est l'assurance vie. 1800 milliards d'euros que les Français placent en assurance vie, essentiellement pour leur retraite. Donc en fait, les Français, déjà, placent via des fonds, via c'est un banque, système par capitalisation qui ne dit pas son nom. C'est un système qui s'appuie sur le capital, sur la bourse, sur les obligations, selon la composition de votre portefeuille. Donc ça existe déjà. J'ai une réserve sur le système de capitalisation, et je vais dans le même sens qu'Adrienne, c'est que quand on connaît des Américains, on voit qu'à partir de 25 ans, ils sont obsédés par leur retraite. À 25 ans, 30 ans, qu'est-ce que j'aurais pour ma retraite? Est-ce que, avec une sorte d'incertitude qui arrive dès le plus jeune âge, est-ce que je pourrais, donc je dois déjà épargner, je dois placer? Je pense que notre en système... France aussi, on manifeste contre la retraite, oui, enfin, il y a quand même on est inquiet aussi. Non, mais il y a quand même un socle. Il y a quand même un socle, il y a une incertitude qui est liée à l'âge de départ, à la situation économique, au niveau de salaire, etc. Mais enfin, il y a quand même un socle et il n'y a pas une angoisse. Ce que dit Géraldine, c'est que ça associerait la distribution des dividendes à tous les Français, d'une certaine manière. Donc ces fameux dividendes, c'est-à-dire les profits des entreprises qui viennent rémunérer les actionnaires, si par le biais des fonds de pension, les Français étaient un peu actionnaires, ils en profiteraient aussi. Oui, alors à condition qu'on baisse un petit peu les cotisations. Moi, je veux bien à 80-20. C'est-à-dire on reste à 80%. C'est déjà énorme. Hein, non, mais c'est énorme et je me sens extrêmement libéral quand je dis ça. C'est dire où en est le débat français quand même. Alors qu'encore une fois, aux Pays-Bas, au Danemark, tout ça se pratique. Oui, mais le problème du 80-20, pardon, juste rapidement, c'est que le problème, c'est la valeur absolue. C'est-à-dire que si on se dit qu'en fait, on reste sur la retraite actuelle et qu'on passe 20% en capitalisation, le risque... transition qui vous ennuie beaucoup. Non, le risque... Non, mais même si on est passé à la capitalisation... si on est sur une retraite de 1 000 euros, qu'il y en a 80% qui est par répartition, 20% par capitalisation, le risque, c'est que ces 20% partent en fumée, de fait. Et donc, qu'une partie de la retraite soit de fait... C'est pas ce que pensent les fonctionnaires, puisqu'ils ont le système préfond. Voilà. Oui, les fonctionnaires, ils ont connu la crise de 2008-2009, mais on voit que ça n'a pas affecté leur progression de revenus. Non, mais on dit que sur le long terme, le très long terme, la bourse, c'est le système le plus rémunérateur. Oui, sur le très long terme, mais y hélas, compris les crises. On prend sa retraite avant le très long terme, hélas ou pas hélas. Mais ce qui tue le système de retraite, c'est plutôt les inégalités qui sont dans le système par répartition. Alors ça, c'est le débat que veut trancher le gouvernement avec les régimes spéciaux. Votre avis, Robert? Non, honnêtement, 80-20, je suis incapable de dire quoi que ce soit là-dessus. Je déteste, vous savez, parler de sujets où j'y connais rien du tout, comme 80% des Français. Non, la seule chose que je vois, c'est que c'est un débat qu'on ne peut pas mener dans ce pays. Tout à l'heure, vous le disiez, il y a le mot capital, donc tu as toute la gauche qui hurle, parce que vous êtes la gauche raisonnable un peu. Enfin, il y en a qui sont moins raisonnables. Vous allez voir les syndicats, ce qu'ils vont dire. Fonds de pension, les types, tout de suite, ils se disent qu'est-ce que c'est? Ils font la loi ici, ils nous rachètent les entreprises, ils veulent absolument des profits et tout. Ça veut dire que c'est un des problèmes. C'est pour ça que je ne crois pas un instant qu'on mènera ce débat avant... On prendra des décisions avant les présidentielles. Parce que mais la droite va le pousser. Oui, mais ça pourrait être un débat porté par la gauche. Hein. Non, mais pour une fois, Jean Jaurès en était moi, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, les mots, ils suffisent à faire peur. Les mots suffisent à faire peur dans ce pays. C'est-à-dire que tu ne peux pas discuter raisonnablement. La seule chose que je vois... La droite et la gauche sont assez d'accord pour l'assurance vie. Hein. Personne n'en parle trop. Ah oui, non, mais je trouve assez amusant. Il y a que les privilégiés qui peuvent en bénéficier. L'assurance vie, comme vous l'avez dit, elle ne s'appelle pas la retraite par capitalisation. Voilà. Assurance, donc ça c'est une valeur... On est dans la catégorie faux cul dans ce pays, on est assez bon. Et puis de toute façon, il va bien falloir se poser une question. C'est vrai que ce n'est pas exactement la question de ce soir. C'est est-ce qu'on peut rester dans un statu quo? C'est juste pas possible. Non, mais c'est quand même ça la question de fond.
La question de fond, c'est que est-ce que demain, après-demain, on peut continuer, la gauche, de pas y regarder en disant on verra après, et qui va payer les retraites demain ou après-demain, parce que je veux bien qu'il y ait des difficultés pour les entreprises, mais demain, si on n'arrive plus à les payer parce qu'on se sera bloqué jusqu'au dernier moment, l'allongement de cette date de passage à la retraite. Marine Le Pen est pour le retour aux 60 ans, c'est ça? Oui, mais c'est une absurdité. C'est une absurdité. Mais je lui ai dit 10 fois. D'abord, je vous rappelle que je ne suis pas au Rassemblement national. C'est exactement pour ça. Mais il me regarde. Quel faux cul, lui aussi, il me regarde, parce qu'il se dit, il va défendre Marine Le Pen. Non, c'est une bêtise absolue. Faire croire aux gens qu'on peut rester à la retraite à 60 ans, c'est se moquer des gens. Ce pays, il n'est pas capable de débattre. Il a peur des mots et il a peur de la réalité. T'as peur des mots, t'as peur de la réalité, ça fait la situation de la France comme ça. Le moment est venu d'accueillir notre invité. Alors vous le connaissez quotidiennement comme chroniqueur, mais il est aussi auteur, enquêteur, j'allais dire, et il porte un regard sur le quinquennat à travers ce livre, Les Amateurs, les coulisses d'un quinquennat aux éditions Flammarion. On accueille Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy pour ce livre donc. Nous avons confié l'État à des amateurs. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Nous avons confié l'État à des amateurs, dites-vous. Faute, boulette, maladresse. C'est pas un pamphlet. C'est pas un pamphlet. C'est une enquête. C'est une enquête. C'est une enquête, un regard quand même. C'est une revue assez sévère du quinquennat où vous pointez quand même plutôt les points faibles. Si vous n'avez pas lu Les Amateurs, ça sort quand, Jean-Michel? Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Voilà, peu de chance de l'avoir lu. Vous êtes dans l'actu. Eh bien, nous l'avons lu. Fanny Veil l'a lu. Voici les indispensables. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir Jean-Michel, bonsoir à tous. Quel est le propos de Jean-Michel Apathy? Eh bien la thèse tient en quelques mots. Des amateurs dirigent la France, ce sont vos mots, et ce depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. D'ailleurs, vous soulignez que c'est le président lui-même qui revendique ce mot un soir de février 2020 devant les députés marcheurs. Si les professionnels, c'est ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi, et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers d'être des amateurs. Est-ce bien grave d'être un amateur? Pas forcément, dites-vous, parce que le bilan des professionnels de la politique n'est pas si brillant. Mais vous dites que cet amateurisme fait des ravages. Première erreur, la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Un homme, dites-vous, qui n'y connaissait rien et qui en plus forme avec le président de la République un mariage raté. Raté, oui, raté selon vous. Premier exemple, contrairement à la tradition des couples de l'exécutif, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne se voient jamais en tête-à-tête. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, Benoît Ribadeau-Dumas, directeur de cabinet du Premier ministre, sont systématiquement présents. Conséquence de cette mésentente, la machine a de gros ratés. Premier exemple, la suppression de l'ISF. Édouard Philippe souhaite qu'elle ne soit programmée qu'en 2019. Il gagne l'arbitrage. C'est officiellement annoncé, sauf qu'entre-temps, Emmanuel Macron, lui, a changé d'avis. Le Premier ministre doit faire machine arrière. À ce moment-là, vous dites qu'Édouard Philippe aurait dû démissionner. Idem, sur la taxe carbone, les 2 hommes s'accordent sur une suspension de 6 mois après des violences lors des manifestations de Gilets jaunes. Dans la foulée, l'Élysée appelle des journalistes. Finalement, non, elle est bel et bien supprimée. Toute la presse note à l'occasion qu'Édouard Philippe a été corrigé. Et des exemples comme celui-ci, il y en a plusieurs autres. Bon, on pourrait objecter à Jean-Michel Apathy qu'Édouard Philippe est quand même resté 3 ans à Matignon. Oui, mais vous révélez, Jean-Michel Apathy, qu'Emmanuel Macron a cherché très tôt à le remplacer. À l'automne 2019, Emmanuel Macron est décidé, il va virer Édouard Philippe. Il en a le droit, il en a l'envie. Mais la crise des Gilets jaunes et les mouvements sociaux ont retardé ce remplacement. Et les accusations d'amateurisme ne s'arrêtent pas là. Non, c'est toute une partie du gouvernement que vous épinglez, Jean-Michel Apathy, de Benjamin Griveaux pour sa naïveté dans l'affaire des vidéos intimes à Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, pour ses gaffes. Mention spéciale, selon vous, à Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Vous évoquez ses faiblesses psychologiques. Vous l'appelez le dépressif de Beauvau. Vous racontez que des jours entiers passent sans qu'il ne réponde au téléphone. Il finit par démissionner fin 2018. Et sur Emmanuel Macron lui-même ?
eh bien vous êtes sévère là aussi sur un point en particulier, ces petites phrases sur ceux qui ne sont rien, sur les fainéants, sur les Gaulois réfractaires aussi, ou sur l'emploi que l'on trouverait en traversant simplement la rue. Vous dites que l'image qu'il donne de lui-même est désastreuse. Fait nouveau, vous citez aussi des visiteurs du soir, des proches d'Emmanuel Macron, notamment Alain Minc qui affirme qu'il a totalement manqué sa relation avec l'opinion publique, ou encore Benjamin Griveaux, il n'a pas su parler aux Français. Et vous concluez, à l'approche de la fin de son quinquennat, le charme s'est fané, la fatigue s'est installée. Emmanuel, jeune encore, s'est usé. N'aspire-t-il pas au repos que procure l'égoïsme, au soulagement qu'offre l'abandon? Merci, Fanny. C'est sévère, présenter comme ça. Ouais. Ça impressionne. Hein. 2 ou 3 questions et puis je vous laisse la parole. Sur le couple exécutif, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, est-ce que ça n'est pas vieux comme la Ve République, un Premier ministre, un président de la République qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas? On pense à François Mitterrand, Michel Rocard, Nicolas Sarkozy, François Fillon. Est-ce que ce n'est pas un classique? Il y a des choses très singulières. Édouard Philippe fait un discours de politique générale le mardi, il est contrarié par le président de la République le dimanche. C'est du jamais vu, en 5 jours. Alors même qu'ils avaient un accord sur l'ISF, Emmanuel Macron lâche en pleine nature Édouard Philippe. Parce que les 2 hommes ne se parlent pas, ne se comprennent pas. Quand Emmanuel Macron propose à Édouard Philippe Matignon, le 15 mai 2017, le lendemain de l'intronisation d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron lui dit, Matignon, c'est la première fois qu'il le lui dit réellement. C'était sous-entendu, mais ça n'avait pas été dit. Je cite là des proches d'Édouard Philippe qui le racontent comme ça. Emmanuel Macron dit, comme directeur de cabinet, je vous propose un tel, Nicolas Revel. Et là, Édouard Philippe se cabre en lui disant, non, 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 moi je veux bien aller à Matignon, mais avec mon directeur de cabinet. Benoît Ribadeau-Dumas, en l'occurrence, un type incroyable, peu connu, le plus fort de tous. Laurent Berger dit qu'il a 4 cerveaux. Et ce couple exécutif démarre sur cette fausse note. Emmanuel Macron capitule. Il capitule souvent, Emmanuel Macron. Et il regrette souvent d'avoir capitulé. Ça, c'est inédit. Et puis, en général, le Premier ministre et le Président de la République, Fanny l'a dit, gèrent tous les 2 les affaires de l'État. Là, ils n'ont pas voulu briser la glace. Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Ils ont géré à 4. Ils sont comme mal à l'aise de se retrouver en tête-à-tête. L'un avec l'autre. Ils n'ont jamais brisé la glace. Et se retrouver à 4, si on examine un problème à 2 ou à 4, le cheminement pour arriver à la solution ne sera pas le même. Je crois que la marque de ce que j'appelle l'amateurisme, je l'ai fait un peu par dérision, puisque le chef de l'État lui-même avait qualifié sa majorité d'amateurs, mais la marque même de l'amateurisme, elle est là. Dans cette méconnaissance de ce qu'est la direction de la politique, on ne dirige pas la politique en quatuor en France, en duo, c'est déjà difficile, alors si vous en mettez 4, là, ça devient presque impossible. Autre remarque, Emmanuel Macron, vous le dites, vous l'étayez, on voit que des gens de son entourage le disent, aurait raté son rapport aux Français. Mais on arrive au terme du quinquennat, et il a une cote de popularité qui dépasse largement celle de François Hollande et même de Nicolas Sarkozy. Le premier rond-point des Gilets jaunes, c'est novembre 2017. Le premier rond-point des Gilets jaunes, Emmanuel Macron est avec la tête coupée. Le rapport profond aux Français, je le crois, entre les Français et Emmanuel Macron, est un rapport très difficile. La première année, ensuite ça a diminué. La première année, Emmanuel Macron fait des phrases qui donnent le sentiment d'un mépris qu'il va payer très cher. Tout de même, avez-vous vu à ce point un président de la République bousculé par les Français? Je raconte la scène du Puy-en-Velay. Nous sommes en décembre 2018. La sous-préfecture a failli brûler. Le samedi 1er décembre, Emmanuel Macron, il va le mercredi suivant. Il y va avec la bonne foi de quelqu'un qui pense qu'il sera bien reçu. Des femmes et des hommes ont failli brûler à la sous-préfecture du Puy-en-Velay. Eh bien, il manque d'être lapidé par les gens qui sont là-bas. Parce que dès que les gens du Puy-en-Velay, quand même, c'est pas une terre révolutionnaire, le Puy-en-Velay, savent qu'Emmanuel Macron est là-bas, ils se regroupent devant la sous-préfecture. Vous dites les gens du Puy-en-Velay, on pourrait vous dire c'est une poignée un peu violente, c'est-à-dire la tête de pointe des Gilets jaunes la plus énervée, la plus violente. Oui, au Puy-en-Velay, qui exprime quelque chose. Il y a un rapport très difficile à l'opinion publique. Alors, la crise du Covid a peut-être modifié tout ça. La cote de confiance aujourd'hui est importante. Je crois que c'est le Figaro qui publiait la semaine dernière un papier là-dessus. Ne convertissez jamais une cote de popularité en intention de vote. Sinon, Bernard Kouchner et Simone Veil auraient été présidents. Ça ne marche jamais, ça. Il est vraiment dépressif, Gérard Collomb?
chroniquement. Gérard Collomb a failli ne pas déposer en mars 2014 la liste à la préfecture du Rhône pour être candidat au 3e mandat de maire à Lyon. Je cite des gens qui le racontent. Vous le racontez. Je cite des gens. Quand la campagne se mène, quand Emmanuel Macron mène sa campagne, des gens alertent Emmanuel Macron sur l'état de fatigue de Gérard Collomb. Et dans son entourage, au moment de composer le gouvernement, je le dis dans le livre, des gens conseillent à Emmanuel Macron, tu veux le nommer au gouvernement? Oui, parce que tu penses que tu lui dois beaucoup, pas à l'intérieur. Emmanuel Macron ne les a pas écoutés. Et Gérard Collomb a été victime de sa psychologie quand il était à Beauvau. Il y a été mal à l'aise, il ne s'entendait pas du tout avec Édouard Philippe, je raconte quelques anecdotes qui le montrent, il était tout le temps à Lyon. Les grands flics se sont posé la question de ce ministre par intermittence, et le 1er mai 2018, il a fallu le rapatrier d'urgence, il était à Lyon, et tout le monde savait avant le 1er mai que c'était un 1er mai sous haute tension. C'est ce jour-là que s'est produit l'affaire Benalla, mais personne ne l'a vu le jour même. Mais il y avait une crainte qu'il y ait vraiment des débordements, et les policiers ne comprenaient pas que le ministre de l'Intérieur soit à Lyon. Alors quand l'affaire Benalla se produit, là, Gérard Collomb, il est aux abonnés absents. Alors, vos questions, vos réflexions, qui veut commencer? Dominique. La première réflexion, c'est vrai. D'abord, alors, vous êtes à côté de moi, on se voit, mais le style est très agréable à lire. Enfin, vraiment, c'est très vif. Et vous remettez en valeur, effectivement, 3 sujets sur lesquels il y a eu un conflit quand même entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, et sur lesquels Emmanuel Macron a regretté d'avoir écouté Édouard Philippe. Oui, les 80 km/h, il n'y a aucun doute là-dessus. La taxe carbone, Édouard Philippe a dit ça va passer, ça n'est pas passé. Et les retraites. Au début, les retraites, ça ne devait être que la réforme, le système universel. Et puis à la fin, ça a été l'âge pivot, et qui a été... Édouard Philippe a forcé à l'âge pivot, et ça n'est pas passé. Donc on voit bien, Emmanuel Macron en veut vraiment à Édouard Philippe là-dessus. J'ai une question. Il y a 3 chapitres dans votre livre, 2 ou 3 chapitres, qui concernent Nicolas Hulot. Oui. Et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi et sur quel type de sujet, en fait, vous le mettez dans la catégorie des amateurs. Il s'agit, et vous allez nous dire, des accusations qui ont été portées contre Nicolas Hulot sur des cas de harcèlement sexuel. Et pourquoi vous le mettez dans ce livre-là? Nous avons su en février 2018 que Nicolas Hulot avait été l'objet d'une plainte. Les dates, c'est important. Avait été l'objet d'une plainte en juillet 2008 de la part d'une jeune femme, 11 ans après une rencontre entre Nicolas Hulot et cette jeune femme qui avait eu lieu en juin 97. Rencontre juin 97, plainte juillet 2008, et nous avons connaissance de la plainte en février 2018. Février 2018, nous sommes 6 mois après le mouvement MeToo, qui nous a appris à tous qu'il fallait écouter la parole des femmes qui se disent victimes de la violence masculine ou de la culture de domination masculine. On nous a appris, nous l'avons écouté, nous l'avons repris, que la prise de parole des femmes était difficile parce que les femmes se trouvaient culpabilisées alors qu'elles étaient victimes de la violence, ou pensaient l'être, et humiliées. Et donc il fallait les écouter. Voilà une information, plainte. La presse ne cherche pas du tout à savoir. La presse se détourne complètement du sujet. Quelle est l'histoire qui motive cette plainte? Comment tous les deux se sont rencontrés? Et le jour où l'information paraît, Emmanuel Macron fait dire par son porte-parole qu'il accueille tout cela avec une sérénité de marbre. Nous apprenons que un ministre de la République est accusé de viol. La catégorie des amateurs sur ce sujet-là. Et le président de la République, je suis de marbre. Mais il y a une contradiction formidable. Est-ce que la notion de marbre est une notion qui relève de l'amateurisme, de l'incompréhension? Et je ne sais même pas comment on a laissé passer cette expression. Oui, je le crois. Tout de suite, le Premier ministre a dit, puisque Nicolas Hulot fait une interview sur une radio, avec un journaliste qui ne sait absolument pas de quoi il s'agit et dont les seules questions portent sur Nicolas Hulot. Est-ce que vous souffrez? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que vous allez démissionner? Nicolas Hulot devient la victime. Tout de même, il n'y a rien qui marche droit dans cette histoire. Eh bien, Édouard Philippe, dès le matin, à 9h, Nicolas Hulot a été formidable, il s'est expliqué, il a toute ma confiance, on continue, il ne s'est rien passé. Mais enfin, c'est pas normal. Et Marlène Schiappa, puisque tout ça se passe un jeudi, le dimanche, dans le journal du dimanche, elle fait un long texte où elle dit Nicolas Hulot, c'est un chic type. Mais enfin, Marlène Schiappa, s'il y a bien quelqu'un au gouvernement qui doit écouter la plaignante, non pas que la plaignante ait forcément raison, mais de quoi parle-t-on?
Personne ne cherche à le savoir. Ça m'a semblé très curieux, voire un peu choquant. Et donc j'ai voulu rétablir tout cela et j'essaie de raconter. C'est la seule chose qui est racontable, parce que ce qui s'est passé entre les deux, personne ne le sait. Mais j'essaye de raconter comment cet homme et cette femme, en 1997, Nicolas Hulot avait 42 ans, elle en avait 19, se sont trouvés en contact. Voilà, j'essaie de le raconter, chacun se fera son opinion. Vous apportez des éléments là-dessus. Oui, je pense. Je pense que nous sommes passés à côté de l'histoire par... Alors, des femmes sont concernées par les médias autant en cause d'ailleurs. Absolument. Que le pouvoir les femmes sont autant concernées par ce que je vais dire que des hommes. Nous sommes passés à côté parce que la culture de domination masculine, eh bien, elle est encore très forte. Et nous avons des progrès à faire pour écouter les femmes qui nous alertent sur leurs souffrances. Je voudrais juste dire tout de même, parce qu'on m'a opposé beaucoup de choses, oui, à prescription, tout ça. Ce matin, le Parisien consacre toute une page à 5 anciens mannequins d'élite, alors que les faits sont totalement prescrits, et qui disent l'ancien patron d'élite a fait ceci, a fait cela. Elles essaient d'alerter les gens. Ça fait des années qu'elles essaient d'alerter les gens. Il faut écouter ces souffrances, non pas pour dire que chaque femme qui se plaint a raison, mais pour au moins essayer de voir ce qui se passe. Question, réflexion, Robert. Bon, c'est très difficile parce que je ne vais pas parler d'un livre que je n'ai pas lu. Oh, que c'est dommage, Robert. Mais vous le lirez. Je le lirai. Je parle de votre ami. De quel ami? Éric Zemmour. Ah, très bien. J'en parle. C'est aussi un amateur? Non, c'est un danger public. C'est autre chose. Ce que j'aime avec M. Apathy, on se connaît depuis des années, c'est qu'il est toujours dans la nuance. Vous avez remarqué, il ne fait pas de politique. Il enquête, mais il ne juge pas les choses. Je trouve un certain talent à ça. Plus sérieusement. Je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est un danger public après. Non, plus sérieusement. Mais oui, ça m'intéresse, comme vous le disiez, évidemment. Plus sérieusement, moi, quand je vous écoute, donc je n'ai pas lu le livre, je fais attention, parce que je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Comment se fait-il quand même, si ce président que je ne porte pas dans mon cœur, et a fait autant de bêtises, quand même qu'aujourd'hui, on se dit qu'il a même, David le disait, il a quand même quelques chances d'être élu quand même. Il est en position de force et tout. Il est amateur, mais il n'est pas nul quand même. Ah, il est en position de force? Vous pensez que Marine Le Pen n'a aucune chance? Non, c'est toujours la nuance, toujours l'écoute, c'est toujours... J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il est en position de force. Ça fait, à part d'être complètement crétin, vous serez d'accord avec moi. Et même si moi, je voterai Marine Le Pen, je ne confonds pas ce que je pense et mes envies et la réalité. Je pense qu'il est en position de force. Voilà, c'est ce que j'ai pas compris tout à l'heure, c'est... J'entends, moi je vais le lire, parce qu'en plus j'adore, parce que vous connaissez bien les coulisses, vous avez du talent, vous connaissez bien les coulisses, mieux que plein de gens, donc ce sera forcément intéressant. Je me régalerai à le lire, je le prendrai dans l'avion dès demain matin. Mais comment se fait-il que ce garçon, qui... Vous avez raison, moi je l'ai trouvé méprisant, mais un certain nombre de mots, vous en avez cité. Non, mais bien sûr. Non, mais il paye ça, voilà. Non, mais, oui, il paye ça auprès de l'opinion publique. Voilà. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il est quand même... Sauf qu'il est en position de force. Alors, la réponse de Jean-Michel. Beaucoup plus. Parce que la crise du Covid a modifié l'amateurisme dans la gestion de l'État. Moi, c'est ma préoccupation. Je suis plus neutre que vous me semblez le dire, vous savez. Je ne l'ai jamais remarqué, mais je me suis trompé. J'ai un peu de distance. Ah oui, vous assumez vos partis pris. Oui, des partis pris, mais pas des partis pris qui sont pour ou contre quelqu'un. Les situations se sont passées. Emmanuel Macron, quand Gérard Collomb démissionne, il reçoit dans son bureau, je raconte le cheminement assez amusant, un peu étonnant, par lequel Jean Castex est devenu Premier ministre. Emmanuel Macron reçoit Jean Castex dans son bureau. Il le trouve formidable. On est en octobre 2018. C'est lui le ministre de l'Intérieur. Et Jean Castex sort du bureau d'Emmanuel Macron, il va voir Édouard Philippe, c'est pour moi. Bayrou passe derrière et lui dit « Mais vous êtes fou ?» Il vous voit, Emmanuel Macron. Mais si vous nommez un ancien collaborateur de Sarkozy, Sarkozy aura toutes les notes blanches sur son bureau en même temps que vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Et Macron capitule. Tout comme souvent il a cédé devant son Premier ministre et surtout devant Benoît Ribadeau-Dumas. Vous savez, moi ce que je trouve intéressant, c'est que la machine administrative grise, elle s'incarne dans des gens. Ribadeau-Dumas, celui qui l'invite sur le plateau, il découvrira un sacré personnage. Mais enfin, bref. Ça, c'est pour vous, là. Il capitule, après ça, et il parle jamais, mais donc c'est un vœu pieux sans doute. Il capitule devant François Bayrou et il ne nomme pas celui qu'il voulait nommer, c'est-à-dire Jean Castex. Quand il s'agit, donc il nomme Castaner, quand il s'agit de remplacer Castaner, Emmanuel Macron a décidé de nommer Jean-Michel Blanquer. Ministre de l'Éducation, il en a un peu ras-le-bol des professeurs, Jean-Michel Blanquer, et l'affaire est faite. Eh bien,
après une histoire que je raconte, Gérald Darmanin suscite une telle tension dans l'appareil d'État que c'est lui qui décroche la timbale. Eh bien, vous avez peu de présidents qui, aussi souvent, pour des postes clés, et aussi ne vont pas jusqu'au bout. Il est aussi influençable. Mais oui, à des moments, il est faible. Ce qui est compliqué, c'est qu'on dit à la fois que le pouvoir est totalement vertical et en même temps qu'il est très influençable. Éric Zemmour est un danger public parce que je cite sa phrase qu'hélas, je trouve, nous sommes d'une complaisance avec Éric Zemmour. En octobre 2016, sur France 5, Éric Zemmour a dit ceci que je trouve insupportable. Les musulmans, qu'ils le disent ou pas, pensent tous qu'un djihadiste est un bon musulman. Ça s'appelle du racisme, c'est une dénonciation collective. Moi, si un chrétien tue quelqu'un, moi je suis de culture chrétienne, je ne me sentirai pas associé au crime, je n'aimerais pas que quelqu'un dise qu'un chrétien, qu'il le dise ou pas, trouve qu'un extrémiste qui tue quelqu'un est un bon chrétien. Voilà pourquoi il est dangereux. Bon. Adrien. Tout de suite, j'applaudis pas ce genre de propos. Je ne le connaissais pas, ce propos, donc je ne vais pas... Propos publics, à la télévision, ça passe... Je vous crois, je vous dis que vous racontez les bobards. Je vous dis que ce genre de propos qui met tous les musulmans dans le même sac, c'est... Et j'en ai parlé avec Éric, non, parce que là, il me regarde quand même, donc je le dis, j'ai jamais fait ça et j'ai jamais pensé. Vous croyez que dans ma ville où... Je sais qui vous êtes. Et je vous ai admiré à certains moments. Voilà, et honnêtement, et de temps en temps, à des positions contre mes propres amis qui n'apprécient pas un certain nombre de mes prises de position. Adrien. Je sais qui vous êtes. Merci. Moi, je trouve ça assez surprenant, la peinture que vous faites d'un président qui perdrait une partie de ses arbitrages face à ses ministres ou face à une partie de l'administration. C'est assez contre-intuitif et c'est assez contraire à l'image qu'on en a à l'extérieur d'un président jupitérien. Et d'ailleurs, quand vous parlez de la dépression de Colomb, on peut se demander d'ailleurs si c'est pas lié à une structure très jupitérienne du pouvoir, une perte de sens pour un ministre de l'Intérieur qui peut-être a l'impression qu'il n'est pas en capacité de mener son action comme il le souhaite et qui finalement préfère se replier sur la ville de Lyon où il pense, là pour le coup, avoir du pouvoir. Pareil pour Nicolas Hulot, je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, mais finalement quand il quitte le gouvernement, on a aussi l'impression que c'est parce qu'il a le sentiment de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, que tout est très centralisé. Et qu'il ne peut pas faire ce pourquoi il a été nommé. Et enfin, sur la relation... Mais ce n'est pas juste, c'est pas du tout ça. Enfin, je sais pas si... C'est pas Nicolas Hulot, c'est pas du tout ça. Nicolas Hulot, il est fait pour être ministre, comme moi pour être candidat à la présidence de la République. Pareil. Ouais. Ils sont... Ah oui. Et sur la relation Premier ministre-président, parce que vous parlez d'un mariage raté, mais est-ce que c'était vraiment un mariage? Est-ce que finalement Emmanuel Macron n'avait pas la volonté de créer une relation hiérarchique? D'ailleurs, je crois qu'un certain nombre des conseillers à Matignon sont des conseillers en fait du président de la République qui ont double fonction. En fait, non, c'est pas du tout une relation hiérarchique. Emmanuel Macron, quand il est candidat, il pense pas du tout qu'il va finir à l'Élysée. Et puis, il y a l'affaire Fillon, il y a Benoît Hamon qui mène une campagne de dingue, de gauchistes, qui lui envoie par paquet de sang des électeurs sociaux-démocrates. Et au mois de mars, Emmanuel Macron cherche un Premier ministre. Il n'y avait pas pensé avant. Et c'est Alexis Collère qui lui dit « Je connais quelqu'un ». Moi, je siège au conseil d'administration du port du Havre et il y a un type qui est pas mal. Et c'est comme ça que le mariage se fait. Reprenez les chroniques d'Édouard Philippe en janvier sur Libération. Qu'est-ce qui taille Macron? Pouh! Mais il n'y a plus personne après. C'est Édouard Philippe. Je vais être brève. Alors déjà, c'est vrai que le livre est excellent. C'est un vrai bonbon. C'est bourré d'anecdotes. C'est gentil. Merci beaucoup. Et très bien écrit. Moi, je vais alors une question très rapide. Aujourd'hui, pour qui roule Édouard Philippe? Ah, très intéressant. Quand Édouard Philippe fait la promotion de son livre ce printemps-là, sa première télé... C'est un professionnel, Édouard Philippe. Édouard Philippe, il me fait penser à Jospin. Il ne fait rien au hasard. Il n'est pas amateur, alors, lui. Il n'est pas amateur. Non, il a vécu dans un appareil politique, dans un parti politique. Il était amateur au sens où il n'a jamais rien dirigé. Si Alain Juppé avait été président de la République, il était secrétaire d'État au budget, Édouard Philippe. Emmanuel Macron, c'est un accélérateur de carrière extraordinaire pour Édouard Philippe. Quand il fait sa première télé pour vendre son livre, il aurait pu se préparer à la question « Est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron soit candidat en deuxième mandat ?» Il est incapable de répondre. C'est-à-dire, vous savez, les hommes politiques camouflent et mentent beaucoup, parce que c'est compliqué, la vie publique, je n'en fais pas le reproche, et parfois, ils sont incapables, ils ont la naïveté d'être sincères. Et Édouard Philippe n'a pas pu répondre à cette question. Juste une petite incise. Aujourd'hui, on voit, ça n'intéresse pas les Français, La République En Marche parle de fédérer les partis, de fondre La République En Marche avec Bayrou, tout ça. Mais ça n'a qu'un objectif, c'est attraper Édouard Philippe et le mettre dans la machine. Parce qu'ils n'ont pas confiance en lui.
Bien sûr. Et donc, ils ont passé 3 ans et demi ensemble, Matignon-Élysée, et ils se rendent compte qu'Édouard Philippe, mais il a des milliers de kilomètres. Édouard Philippe, s'il pouvait, il irait au Venezuela jusqu'à la campagne présidentielle, et puis il reviendrait quand il y aura un nouveau président. Merci. Celle de 2027. Oui. Oui, après, pour préparer 2027. Oui. Merci Jean-Michel. Jean-Michel Apathy, les amateurs, les coulisses d'un quinquennat. C'est vrai que ça se lit très bien parce que c'est beaucoup de récits. C'est beaucoup de récits. Merci David. Je précise aussi que vous racontez une entrevue avec Nicolas Sarkozy qui vaut son pesant de cacahuètes. On va dire ça. Allez, il voulait m'offrir des chocolats, donc on va dire son pesant de chocolat. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Merci Jean-Michel. C'est chez Flammarion. Merci à toi. Merci Géraldine. Merci Adrienne. Merci Robert. Merci Dominique d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris. Pas de parti pris pour vous Jean-Michel. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Demain avec plaisir. Renaud Pila nous rejoint pour la politique, Pascal Perry pour l'économie, Abnous Chalmani pour l'international, Marie Bonisso pour la société. Bonsoir à vous 4. Bonsoir David. Et c'est vous qui commencez, Renaud. Votre parti pris, c'est l'événement politique de la journée. Dans combien de temps? Dans 1h15 exactement sur LCI. Le grand débat de la primaire des écologistes animé par Ruth Elkrief. Débat d'idées. Du moins, c'est ce que vous espérez. Vous dites que les écolos parlent d'écologie, Renaud. Pourquoi? Oui, si enfin les écologistes parlaient d'écologie, David. Parce que j'ai regardé depuis le début de cette campagne de la primaire écolo, de quoi parlent-ils? Ou plutôt, sur quel sujet ils essaient de se différencier? Alors on parle du droit au blasphème, parce qu'un candidat le remet en cause. Il pense que blasphémer, c'est insulter. Il y a aussi le débat sur la laïcité. Delphine Batho veut inscrire une charte de la laïcité dans la Constitution. Il y a bien sûr Sandrine Rousseau, qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines, qui parle beaucoup de féminisme, du débat sur les genres, du racisme systémique. Et d'ailleurs, ces sujets les divisent dans la primaire. Yannick Jadot, je vais y arriver, lui, il veut un 13e mois écolo du pouvoir de vivre. Il va nous expliquer, c'est un peu compliqué. Éric Piolle, le maire de Grenoble, David, quelle serait sa première décision s'il était élu président de la République? Eh bien, ce serait d'organiser un référendum sur les institutions. Alors ces débats, ils sont sans doute très intéressants, mais tout le monde en parle. Quand est-ce qu'ils vont parler d'écologie? Moi, par exemple, j'aimerais bien savoir quelle est leur position sur le nucléaire ou les éoliennes. Ils n'ont pas tous la même. J'aimerais bien savoir s'ils ont tous les mêmes solutions pour lutter contre la gestion des déchets dans les métropoles. C'est un sujet majeur pour l'avenir. Et l'élevage qui accentue l'effet de serre, la déforestation. Comment fait-on? L'élevage intensif qui s'accompagne parfois de souffrances animales. Vous savez, ce sujet qui passionne tant les jeunes électeurs, d'ailleurs ceux qui ne votent plus en général. En parlent-ils? Est-ce qu'ils ont les mêmes solutions, encore une fois? Quelles sont leurs propositions? Est-ce qu'ils ont la même ligne sur tous ces sujets d'écologie? C'est Europe Écologie ce soir. Et pour protéger les oiseaux, on le voit bien, ils disparaissent dans nos grandes villes. Comment fait-on? Et les transports, c'est les transports. La voiture électrique. Franchement, pourquoi ils ne débattent pas de la voiture électrique? Je suis sûr qu'ils n'ont pas les mêmes idées. C'est vraiment la solution? Alors que certains scientifiques disent que ça produit de l'effet de serre, que les batteries vont polluer notre atmosphère. Figurez-vous, David, que ce sont les industriels qui se sont emparés de ce sujet, les scientifiques, et non pas les écologistes. Mais c'est un comble, franchement, c'est un comble. Et puis, dans les villes qu'ils dirigent, pour terminer, depuis 1 an, les maires, ils auraient dû quand même mieux montrer leur réalisation. Il y en a eu, mieux communiquer à quoi ressemblera la ville de demain. Vous avez peut-être vu cette vidéo du maire de Lyon, Grégory Doucet, où un jeune garçon l'interroge parce que l'école est devenue genrée. Ils ont supprimé la cage de foot. Et ce jeune dit au maire de Lyon, mais moi je regrette. Dégenré. Et ce jeune lui dit, mais je regrette, vous avez mis des sortes de copeaux. Et là, on a Grégory Doucet qui se retourne, qui n'a pas de réponse. Bon, ben voilà. Cette vidéo a plus fait connaître le maire de Lyon en quelques jours que depuis 1 an. Il n'était pas obligé non plus de s'en prendre au Tour de France quand il est arrivé, Grégory Doucet. D'ailleurs, Sandrine Rousseau n'était pas non plus obligée, dans son tweet d'hommage à Jean-Paul Belmondo, de l'appeler Jean-Pierre et de faire une mauvaise plaisanterie sur sa dernière cascade. Mauvais buzz. Pour terminer plus sérieusement, je crois que cet été, il a été spécial. On a vu les incendies monstres, les inondations extrêmement meurtrières. Et puis, j'ai regardé toutes les enquêtes d'opinion. L'écologie, la planète, c'est devenu la première quasiment préoccupation des Français. La première. Ils ont gagné la bataille culturelle et politique, les écologistes. Alors franchement... Parler d'écologie, ça intéressera tout le monde, ça sera passionnant. Et je suis sûr que tout à l'heure,
ils vont en parler. Abnous, vous approuver. Ah bah non, c'est rare, mais j'ai rien à rajouter. Je souscris à tout ce qu'il vient de dire. Ça serait bien que des écolos parlent d'écologie. Vous aussi, Pascal, surtout sur le chapitre nucléaire versus éolienne ou gaz, parce que vous nous en parliez l'autre. En effet, d'ailleurs, la directive européenne est sortie. On va donner de l'argent au gaz qui émet du CO2 et on va couper les vivres au nucléaire qui, au contraire, permet d'épargner l'environnement. Moi, j'attends ce soir de savoir quelle est leur capacité à gouverner. Est-ce qu'une de ces personnes-là peut rentrer dans le costume du président de la République? Et puis j'attends de savoir, deuxième chose, s'ils entendent changer le monde contre le marché, contre les entreprises, ou avec le marché et avec les entreprises. Eh bien, vous savez quoi? Une surprise. Voici Ruth El-Krief, qui va nous dire justement comment on va s'organiser ce débat, les thèmes. Est-ce qu'on va parler d'écologie? Ruth, quel est le programme? On va absolument parler d'écologie et Renaud va être très content, Pascal aussi. On va absolument évoquer toutes ces questions autour du nucléaire, autour des transports, autour de l'agriculture, autour de l'alimentation. Et on va effectivement voir... Alors, on ne parlera pas de tous les sujets que vous avez évoqués, Renaud, mais on les attend sur la capacité à gouverner. Je suis tout à fait d'accord. Sur leur capacité à faire accepter le changement, à accompagner ceux qui sont victimes de ces changements ou ceux qui s'en inquiètent, ceux qui en ont peur. Donc des catégories particulières, mais globalement, les Français considèrent que c'est leur préoccupation majeure et en même temps, ils ont peur des méthodes. Et puis comment ils vont financer leurs décisions? Oui. Est-ce que ce sont des taxes sur tout le monde, pour tout, sur tout? Voilà, donc on va parler de ça. On parlera aussi un peu du régalien, de leurs valeurs. Ça a été compliqué à monter ce débat ou finalement ils étaient contents de venir confronter leurs idées? Alors, ils sont contents de venir parler d'écologie, ils sont contents je pense que le parti et cette sensibilité soient reconnus de façon très nette. Et ce soir, ce débat, il est formel, il est solennel. Ils ne veulent pas, a priori, trop s'écharper. Eh oui. Voilà. Ils ne veulent pas donner trop l'image d'un parti qui serait divisé. Mais en même temps, ce soir, moi, je vais leur demander de se distinguer, au moins pour éclairer notre choix, puisque c'est une primaire ouverte. Donc ceux qui sont intéressés, qui veulent, peuvent s'inscrire et voter. Et donc ils parlent à tout le monde ce soir. Ils ont intérêt à ce que beaucoup de monde vienne voter pour que cette primaire booste celui qui sera sûr. Et puis ce soir, ils parlent à tout le monde, pas seulement aux écologistes. C'est ça qui est important. En tout cas, ce sera passionnant. Ça dépasse même l'enjeu de la stricte candidature écologiste, parce que c'est aussi le sort de la gauche qui se joue ce soir, d'une certaine manière. Donc, on vous suivra avec grand intérêt. Au deuxième tour, effectivement, quand il y aura le choix qui sera à faire, qui sera le 22 septembre, notre débat du deuxième tour, nous sommes les seuls à le faire aussi. Effectivement, à partir de là, à partir du profil du gagnant, oui, il y aura des alliances ou des non-alliances qui se feront à gauche. 20h45, c'est déjà la présidentielle, c'est déjà un des grands moments débat d'idées de la présidentielle, la primaire des écologistes. À tout à l'heure, Ruth, on vous suivra vraiment avec grand intérêt. Pascal, votre parti pris économique ce soir, la ville moyenne a été relancée par le confinement, par l'épidémie, c'est ce que montre l'évaluation des prix. La ville moyenne, il n'y a que ça de vrai, dites-vous. C'est vrai, c'est un sujet d'environnement. Alors, la France, c'est historiquement un pays de villes moyennes. Une ville moyenne, c'est entre 50 000 et 200 000 habitants. Pourquoi est-ce que c'est un pays de villes moyennes? Parce que Napoléon a découpé le territoire en départements, on a créé des préfectures, et ces préfectures, elles ont attiré l'activité, les services publics. C'est ce qui a créé notamment beaucoup de villes moyennes en France. Alors, vous faites référence à cette étude de meilleurs agents pour Le Figaro. Il y avait jusqu'à présent un phénomène en France qui est connu, là aussi c'est connecté à l'environnement, d'étalement urbain. Vous savez, c'est la dilatation horizontale de la ville, c'est ce qui fait que vous avez des centaines de milliers de gens qui passent des heures et des heures, ou qui perdent des heures et des heures chaque jour dans les embouteillages. Il y a maintenant un autre phénomène qui est un phénomène d'étalement territorial. Et vous avez quelques gagnants dans cette affaire-là, des villes moyennes, en effet, qui ne sont pas très loin de Paris. On va voir la carte, Orléans, Le Mans, Angers, Reims, Quimper. Alors Quimper, c'est un petit peu plus éloigné, Brest aussi, mais ce sont les villes dans lesquelles la demande est la plus dynamique. Vous avez une population qui quitte les métropoles, qui veut aller vivre dans ces villes moyennes. Conséquence d'ailleurs, les prix sur l'immobilier, il y a une nouvelle géographie des prix sur l'immobilier. Ça baisse à Paris, par exemple. C'est la première fois depuis longtemps que ça baisse à Paris. Sur un an, Meilleurs Agents nous montrent que les prix ont baissé. Alors là encore, c'est une moyenne, moins 1,5%. Mais les villes moyennes, vous voyez, c'est presque 5% d'augmentation des prix. Et les banlieues
des métropoles. Vous savez, c'est souvent des villes qui ont plus de 50 000 habitants, ou entre 30 et 70 000 habitants. Eh bien, elles ont gagné pratiquement 10%. On voit donc qu'il y a une corrélation extrêmement claire avec les nouveaux modes de vie qui sont le produit de la période qu'on vient de vivre, nouveaux modes de travail aussi. Pourquoi ? Parce que vous avez 60% des gens, on va les définir après, qui veulent télétravailler 1 ou 2 jours dans la semaine. Donc, vous voyez, la semaine de travail n'a plus tout à fait la même tête quand vous télétravaillez 1 jour ou 2. Et vous en avez 40% qui veulent télétravailler davantage, c'est-à-dire au-delà de 2 jours. Les villes moyennes, elles ont beaucoup d'avantages. D'abord, elles sont très attractives, il y a de l'espace, le mètre carré coûte beaucoup moins cher. Elles ont aujourd'hui tous les équipements collectifs dont on a besoin, des équipements culturels et sportifs. Et donc, on en revient un peu à cette logique du 19e siècle dans laquelle vous aviez des villes intermédiaires qui étaient des villes assez puissantes et industrielles. Vous vous rappelez du livre de Jean-François Gravier, Paris et le désert français. Et finalement, donc, il y a eu une forme de remise en cause de cet ouvrage qui était paru peu après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi, et c'est la conclusion, je vais un peu plus loin que l'étude du Figaro, il y a aussi peut-être une conclusion de caractère sociologique. C'est que les cols blancs prennent la tangente. Pourquoi ? Parce que les gens qui télétravaillent, à l'évidence, c'est plutôt des cols blancs. C'est des cadres moyens, ce sont des informaticiens, souvent dans des activités de service. Donc, vous aurez, petite projection, Paris, les grandes métropoles, le cœur de ville, vous aurez des CSP++, des gens qui sont capables de payer le mètre carré à un prix très élevé. Vous aurez des CSP, des cadres, des CSP+, probablement dans ces villes intermédiaires, et les banlieues vont concentrer la misère. La misère, c'est, j'hésite à utiliser ce mot-là, c'est l'esclavage du XXIe siècle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des petits boulots, dans le secteur des petits services, de la propreté, de l'aide aux personnes. C'est des gens que vous croisez. Quand je viens le matin à 5 heures, ici, à LCI, pour la matinale, il y a des gens aux arrêts de bus. Il n'y en a pas beaucoup. On les voit. Ils sont tous de la même couleur. Ils ont tous la même origine, pratiquement. Et on comprend qu'ils vont travailler dans les cantines, ils vont nettoyer le métro, ils vont nettoyer les autobus. Ça rappelle un peu un épisode épique de l'histoire urbaine du 19e siècle. C'était Haussmann. Haussmann, ça change tout, en réalité. Haussmann, la construction d'une grande ville avec des artères, l'invention de l'ascenseur déterminante, parce que les riches passent du rez-de-chaussée au 5e étage et les pauvres descendent. Ils descendent d'abord, et puis ils vont habiter de l'autre côté de la rue, puis de l'autre côté du quartier, et puis de l'autre côté de la ville. Vous voyez, c'est au fond une espèce de retour de l'histoire aujourd'hui. Le géographe Pascal Perry, le démographe Pascal Perry. Abnous, votre parti pris international, un auto d'affaires, ça ne se passe pas au Moyen-Âge. Non. Ça se passe au Canada. Oui. Tintin, Astérix, dans les flammes. Expliquez-nous. Non, franchement, c'est très très bizarre. Donc on parle d'auto d'affaires dans des cours d'école. Alors de quoi il s'agit-il ? C'est les bibliothèques du Conseil scolaire catholique Providence. C'est dans le sud-ouest de l'Ontario et ça concerne 30 écoles francophones et 10 000 élèves. C'est surréaliste. Non, mais vraiment, il ne faut pas que je rie pendant que je suis en train de dire ça. Donc tout ça, c'est parce que, vous comprenez, c'est pour la réconciliation avec les autochtones. Donc on s'est dit qu'une cérémonie, je cite, de purification par la flamme, ça pouvait être super pour régler les problèmes de vivre ensemble. Donc on a pris des livres en 2019 pour cette cérémonie de purification à la flamme et on a brûlé ces livres et après on a fait « Oh, c'est super, c'est super ». Et après on a pris les cendres et on les a mis comme engrais pour les arbres. Donc évitons de glisser ça aux oreilles des écolos qui viennent ce soir, ça pourrait leur donner des mauvaises idées. Donc vous voyez, là, on vous a fait un petit... 4000, plus de 5000 livres, à peu près 5000 livres retirés, 155 œuvres retirées, autorisées, d'autres en évaluation, c'est du délire. Mais pourquoi ? Et donc pourquoi ? Tout ça est justifié, non mais vous allez voir, tout ça est justifié par la nouvelle grande prêtresse du Wokistan qui a décidé, alors que depuis 7 générations, cette dame, là vous voyez les engrais là, pour les arbres faits de livres, là j'ai presque envie de pleurer, c'est Suzy Kies. Voilà Suzy Kies qui n'a pas d'autochtone dans sa famille depuis 7 générations, mais dont le mantra c'est jamais sur nous, sans nous. Alors que 7 générations sans autochtones. Elle fait partie du parti libéral de Justin Trudeau. Elle n'a pas d'autre diplôme que de s'auto-ériger en gardienne du savoir autochtone. Voilà comment elle l'explique, ce que c'est. On va voir un petit verbatim.
C'est vraiment passionnant et tout ça n'est pas une blague, je tiens à le préciser. Les gardiens du savoir, c'est des gens qui mémorisent la connaissance transmise oralement et ils sont plus fiables que les archives écrites. C'est sûr, quand on dit les autochtones, donc au Canada, on parle de ceux qu'on appelait quand on était enfant les Indiens. Oh malheur! Mais comment pouvez-vous, David, utiliser ce terme? Parce que vous allez me dire, mais quels livres sont concernés? Ben justement, les éléments de langage. Si par exemple vous dites les Indiens d'Amérique, votre livre, il brûle. Pourquoi il brûle? Parce qu'en disant les Indiens d'Amérique, vous ne parlez pas de la spécificité des différentes tribus. Donc, vous les réduisez indiens à tout. Alors, dans Tintin, peau rouge, c'est un crime, c'est encore pire que de dire Esquimaux à la place d'Inuit. Là, vous voyez, Tintin en Amérique, brûlé. Temple du Soleil, brûlé. Mais pas seulement des livres qui viennent du continent. Vous avez aussi un livre très connu sur place qui s'appelle La Flèche, qui est une BD, attention les oreilles, humoristique. Alors là, quand vous avez des éléments de langage où il y a peau rouge, indien, des mots horribles comme ça, et qu'en plus vous faites de l'humour, ça c'est une BD de Landry et Levasseur, et son malheur, c'est de rire et des Anglais, et des Français, et des Indiens. Big malheur. Là, vous voyez Lucky Luke, et Lucky Luke, vous savez, mais pourquoi Lucky Luke? Peau rouge, mais aussi parce que scandale. Deuxième cause d'interdiction et de brûlage de livres, c'est parce que mauvaise représentation négative. Comme vous le voyez sur ce livre, qui est une biographie d'Étienne Brûlé, il n'y a qu'une seule illustration, c'est celle que vous voyez, mais on y voit un Indien, excusez-moi, torse nu. Comment un Indien torse nu alors qu'il n'est pas précisé qu'il fait 40 degrés? Ça s'appelle une insulte aux Indiens. Et, non, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment à cause de ça. C'est que si il vous prend Pocahontas, la pauvre Pocahontas, la magnifique... Brûlée aussi? Pourquoi elle est brûlée? Mais parce qu'elle a trop de seins et trop de jambes. Décolletée, mini-jupe, elle donne une image trop sensuelle des autochtones qui tout de suite se sentent en danger dès qu'elles voient une image de Pocahontas. Dernier critère, et pas des moindres, c'est quand c'est écrit par des blancs. C'est problématique. Bah oui, même si madame est blanche depuis cette génération... pas sur nous, sans nous. Donc, quand vous prenez cette dame que je ne connaissais évidemment pas, c'est vraiment de la culture canadienne, Sylvie Brien, qui a écrit un livre qui s'appelle L'affaire du collège indien. C'est la première à avoir raconté, vous savez, ces pensionnats où on mettait les enfants d'autochtones, on les coupait de leurs parents et de leur culture. Ça se passe en 1920, c'est une fiction. Malheur, éliminée parce que d'où une blanche? Alors vous allez me dire, ça concerne que les blancs? Même pas. Cette dame, la Suzy Case, la nouvelle gourou, va beaucoup trop loin. Vous avez même ce pauvre monsieur Michel Noël qui est décédé en avril dernier. Eh bien, ce monsieur est un vrai autochtone. C'est un ethnologue qui a travaillé sur la mise en valeur de la culture autochtone, brûlé parce qu'il ose dire dans ses romans qu'il y a des Indiens qui sont alcooliques. Je rappelle, l'alcoolique est un vrai problème chez les Indiens. Oups, j'ai encore dit un gros mot, je suis désolée. Je ne sais pas où on va, mais on va mal. On comprend que certaines des représentations soient complètement archaïques, complètement désuètes, voire insultantes. Enfin, mais pas là ce que je vous raconte. Mais pour vous donner une idée, conquête. Si le mot conquête apparaît dans un titre, c'est une atroce souffrance pour Suzy Case. Vous croyez que ça peut arriver en France? Si ça arrive en France, croyez-moi que je serai là pour éviter ça. On vous sollicitera. Marie, votre parti pris en matière de société, alors c'est très spectaculaire aussi. Oui. La Chine veut réagir contre la dévirilisation des hommes, contre ces modèles-là. Et quand la Chine s'y met, ça ne plaisante plus. Ouais, c'est spectaculaire. Alors c'est contre tout le secteur du divertissement et des technologies. On va faire un petit jeu, on va se mettre tous chacun dans la peau d'un adolescent chinois. Donc on a tous 14 ans, j'ai décidé qu'on habitait à Shenzhen, si ça vous va. C'est au sud de Hong Kong. On est enfant unique. Maintenant, on peut avoir 3 enfants par famille, mais ça coûte très cher d'élever un enfant en Chine. Donc on va dire qu'on est enfant unique. On a passé une journée épuisante. On est mercredi, nous sommes allés au collège et nous avons appris par cœur des citations du leader de la nation, Xi Jinping. Grand-père Xi Jinping, pardon, c'est son surnom dans ce nouveau manuel qui a fait son apparition cette année pour la rentrée. C'est un cours, il y a 1 heure par semaine. Bon, la journée a été fatigante, donc on est mercredi soir et comme 720 millions de compatriotes chinois, nous allons jouer aux jeux vidéo. Honor of Kings, je ne sais pas si ça vous dit, on va voir des images, on va dire qu'on va jouer à ça, c'est le carton. C'est fait par le leader mondial des jeux vidéo chinois, Tencent. Sauf que pas de chance, depuis 10 jours, c'est complètement bloqué. Je rappelle qu'on a 14 ans, on est donc mineurs. Nous n'avons droit qu'à 3 heures de jeux vidéo par semaine. 1 heure le vendredi, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, pas plus. C'est dans le monde la réglementation la plus stricte contre les jeux vidéo en ligne. Pourquoi ? Eh bien parce que l'État chinois accuse les jeux vidéo de tous les maux. Et ce depuis plusieurs années, ça rend les jeunes mous, bêtes, sont des cancres, ils sont accros, ils sont fatigués, et ils sont myopes. Aussi, ça encourage la myopie. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder la télé,
Ça tombe bien. On adore les télécrochets où les candidats se battent et font tout pour finir star de la musique. Sauf que pas de chance non plus, plus de télécrochets. L'autorité qui régule les médias chinois a banni il y a une semaine ces programmes. Là, c'est une citation. Parce qu'ils fabriquent des idoles efféminées. Voilà, alors dépité, il nous reste quoi? Notre téléphone portable. On va aller sur Weibo, le réseau social chinois, pour voir ce que devient notre groupe préféré, parce qu'on aime encore la musique. Un groupe de pop coréen des stars mondiales, BTS, on aime bien, sauf que toujours pas. Comme 22 fan clubs, le fan club des BTS a été banni du réseau pour 1 mois. Depuis le printemps dernier, l'État chinois mène aussi une guerre contre les fan clubs qui sont énormes en Chine. Pourquoi alors? Parce qu'ils provoqueraient le chaos chez les jeunes. Voilà, interdit d'être dans des fan clubs. Est-ce que vous avez aimé votre adolescence chinoise? Pas moi. Alors pourquoi tant de haine envers la culture populaire et la culture de la jeunesse, qui rapporte pourtant énormément? On peut se dire que les jeux vidéo, ça représente et le secteur de la musique et le secteur cinématographique réunis en termes de profit. Eh bien parce que le Parti communiste chinois a décidé de reprendre la main sur ces géants, ceux qui sont devenus des géants du divertissement et de la tech. C'est les GAFA chinois, qui ne sont donc pas les GAFA, mais ce qu'on appelle les BAT, Baidu, Alibaba et Tencent. Pendant 10 ans, ils ont connu une croissance échevelée. Au départ, c'était des petites start-up encouragées par l'État. Et maintenant, ils sont aussi gros que les GAFA. Et l'État chinois cherche désormais, il fait demi-tour, il cherche à briser leur monopole pour reprendre le contrôle des esprits de cette jeunesse. C'est ça, il y a aussi l'idée de l'homme nouveau chinois. Exactement. Le laisser-aller occidental ne donne rien. Exactement. Et il faut promouvoir un homme nouveau, c'est spectaculaire. Sachant que cette jeunesse, par exemple, si je reprends l'exemple des fan clubs si détestés par le pouvoir, c'est des vraies levées d'action pour les masses des jeunes. Ils ont récolté, par exemple, il y a un fan club qui a réussi à récolter des millions d'euros, je parle en euros, mais pour acheter carrément un avion pour l'anniversaire d'une de leurs stars. Ça, c'est pas conforme, ouais. Non, mais pas conforme au canon du Parti communiste chinois. Mais non, ça va pas du tout. Ils ont réussi aussi à soutenir le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Donc il y a un vrai levé d'action de la jeunesse sur lequel le pouvoir chinois maintenant cherche à reprendre. C'est un peu ce qu'on appelle le totalitarisme. Le droit de la paresse, vous savez, les mouvements là où il y a le droit à la paresse, où ils disent travailler moins, c'est travailler mieux, les jeunes allongés. C'est une réaction des Chinois, du gouvernement. Merci avocate pour ces partis pris. Dans quelques instants et avant le grand débat des candidats écologistes à la primaire, on entame le parcours avec Elisabeth Martichoux, les coulisses et les enjeux. Merci, bonsoir, à demain.